Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, avec au programme de Brunet Direct 4 thèmes aujourd'hui. Le Parti Socialiste a-t-il perdu son âme? On va en parler dans quelques instants de cette terrible accusation qui a été portée par un certain nombre de personnalités politiques, notamment Valérie Pécresse. Nous parlerons ensuite du plantage monumental des sondeurs, des instituts de sondage. Nous parlerons du recul du Rassemblement national, ce recul que personne n'attendait. Nous reviendrons sur un fait divers, l'affaire Troadec. Le jugement s'ouvre aujourd'hui, mesdames, messieurs. Tout de suite, le Parti Socialiste a-t-il perdu son âme? Je vous présente mes invités. Emmanuel Ménard pour commencer, bonjour. Bonjour. Vous êtes député d'hiver droite de l'Hérault. Aymeric Caron, journaliste et écrivain. Bonjour Eric. Bonjour Aymeric et bonjour à François Pupponi, député MoDem du Val d'Oise et on peut le dire, ancien député, ancien maire socialiste. Vous êtes très précieux dans ce débat sur le Parti Socialiste. Arrivé en tête, vous le savez, au premier tour des élections régionales en Île-de-France, Valérie Pécresse a fustigé lundi après-midi les 3 listes de gauche en vue du second tour. Elle a dit un certain nombre de propos, elle a tenu un certain nombre de propos, Valérie Pécresse, sur la gauche, sur l'union des listes de gauche en Île-de-France, mais aussi sur le Parti Socialiste. Je vous propose, pour bien vous immerger dans le sujet, d'écouter la patronne de la région Île-de-France. Aujourd'hui, le Parti Socialiste en Île-de-France, il a perdu son âme. Il a accepté de faire une alliance avec les amis de M. Mélenchon, avec une gauche qui aujourd'hui a perdu sa boussole républicaine. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui avait dit que les Verts avaient un problème avec la République. Et nous avons un M. Mélenchon qui, intervention après intervention, conspue la République et les valeurs républicaines. Alors oui, il y aura un choix de société à faire dimanche. Et oui, ce sera serré. François Pupponi, l'ex-socialiste, ça veut dire quoi le PS a-t-il perdu son âme? Non, ce que veut dire Valérie Pécresse, c'est qu'effectivement l'accord avec la France insoumise, qui elle est proche d'un certain nombre de réseaux proches de l'islam radical et les frères musulmans, et qui a soutenu, moi j'étais candidat en 2017 contre Sami Deba. Sami Deba, c'est le président fondateur du CCIF, que l'on dit proche des frères musulmans. Il était candidat contre moi au deuxième tour. Et au deuxième tour, la France insoumise a appelé à me battre et à soutenir Sami Deba. Voilà, c'est comme ça. Ils préféraient voter pour quelqu'un qui est proche des frères musulmans que pour un socialiste. Bon, donc c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau non plus que le Parti socialiste s'est rapproché de tout cela depuis un certain temps. C'est pour ça que quand Valérie Pécresse, elle dit qu'elle a perdu son âme, ça fait un peu loin. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté le PS dans le Val d'Oise, parce que justement, il y avait des proximités. Et d'ailleurs... Vous avez quitté le Parti Socialiste dans le Val d'Oise, vous, élu historique, oui. parce que vous estimiez qu'il y avait une proximité entre les islamistes et vos alliés naturels qui étaient la France insoumise. Moi, j'ai demandé que va faire le Parti Socialiste, par exemple, à Garges-les-Gonesse, puisque Sami Deba était candidat au municipal à Garges-les-Gonesse. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous allez faire en 2020 à Garges-les-Gonesse? Je n'ai pas eu trop de réponses. Et puis à la fin, le candidat qui était soutenu par le Parti Socialiste a demandé à voter pour Sami Deba. Voilà. Bon, moi, constatant tout cela, j'ai dit, je ne peux pas rester là. C'est contraire à mes convictions. Bon, le maire de Sarcelles, il a été soutenu par Miligorus. Bon. Donc moi, j'ai un moment, quand je dis je suis plus d'accord, donc j'en ai tiré les conséquences. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris de l'accord d'hier soir. Il est dans la logique de l'évolution du PS en Île-de-France en particulier. On va écouter ce qu'a dit, parce que Valérie Pécresse contient, pour une femme souvent de centre-droit, mesurée, discernée, a tapé assez fort sur l'union des gauches. Alors il y a un enjeu électoral évident, puisqu'elle est opposée à 3 listes au premier tour qui se sont réunies contre elle pour le second tour. Mais elle tape assez fort. Écoutez-le, ça c'était dimanche soir à l'issue du premier tour du scrutin régional. Face à nous, nous trouverons une coalition d'une gauche radicale qui inclut l'extrême gauche de M. Mélenchon. Cette gauche-là a perdu sa boussole républicaine. Elle a voté contre notre charte de la laïcité. Elle a voté contre le bouclier de sécurité, contre l'interdiction des burkinis sur les îles de loisirs. Elle défend les réunions racisées. Elle impose une écologie punitive et antisociale qui s'en prend à toutes les voitures au lieu de s'attaquer à la pollution. Elle veut enfermer nos jeunes dans l'assistanat quand nous voulons les conduire vers l'emploi. Donc en clair, François Pupponi, Valérie Pécresse
traduit ce que vous dites à l'échelle de son mandat. Elle dit, voilà, moi en tant que présidente de la région Île-de-France, voilà ce que j'ai observé de la part de cette gauche plutôt en empathie, on va dire, avec certains islamistes, pourrais-je résumer sa position. Voilà comment je traduis les choses au niveau des votes dans ma région. Voilà. Oui. Elle essaie de donner des exemples concrets. Mais sincèrement... Enfin, c'est pas une nouveauté, c'est ce qui s'est passé aussi au municipal. Enfin, je suis un peu surpris. Moi, j'étais convaincu qu'au deuxième tour, les trois partis Verts, la France Insoumise et puis le PS se mettraient d'accord. Parce qu'il y a de la porosité, les contacts se sont établis depuis longtemps. Moi, je le vois à l'Assemblée. Sincèrement, c'est un choix politique que le PS a fait, en particulier en Île-de-France. Ils gèrent des communes ensemble, et donc c'était dans la suite logique. Alors, Emmanuel Ménard, député d'hiver droite de l'Hérault, en gros, ce que suggère, ce que dit même Valérie Pécresse, c'est qu'on fait un cordon sanitaire contre l'extrême droite dans la vie politique française, très bien. Il faudrait également un cordon sanitaire contre la France insoumise, et elle souhaiterait qu'à gauche, il n'y ait pas d'alliance avec la France insoumise, pour les raisons qui sont évoquées. Je pense qu'elle a complètement raison, et je pense que le cordon sanitaire contre la France insoumise, il est bien plus indispensable et nécessaire aujourd'hui que contre le Rassemblement national. La France insoumise affiche tous les jours, François Pupponi le rappelait, à l'Assemblée nationale, sa complaisance envers un islam radical qui est absolument insupportable et dangereux. Et donc, elle vise aussi les écologistes parce qu'elle les a vus à l'œuvre, parce qu'elle les voit à l'œuvre dans la région Île-de-France. Et c'est vrai que parfois, on assiste à des décisions qui sont absolument ubuesques au niveau de Paris. Moi, c'est pas ma région, donc effectivement, je connais moins les dossiers. Mais sur ce cordon sanitaire envers cette coalition de gauche, cette union de la gauche avec la France insoumise, oui, elle a absolument raison, et elle a absolument raison de rappeler les exemples qu'elle a cités, qui se sont pas opposés à l'interdiction du burkini, ce genre de choses. Il faut absolument le rappeler pour que les électeurs, dimanche, sachent pour qui ils vont ou ne vont pas voter. Oui, moi je suis effectivement, là je souscris entièrement aux propos de Mme Pécresse, sachant également que, ce que je redis, je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire de faire ce cordon sanitaire envers la France insoumise, qui, si demain arrivait au pouvoir, serait un véritable danger pour la République, bien plus que, contrairement à ce que tous les gens de gauche qui voient du fascisme partout, on pourrait craindre avec le Rassemblement national, qui n'a jamais menacé la République de rien du tout, et qui n'a jamais, pu être accusé de complaisance avec justement cet islam radical qui est aujourd'hui ce qui menace le plus la République. Dans un instant, on va aller retrouver Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Avant, je voulais entendre votre opinion, Aymeric Caron. Vous êtes journaliste, écrivain, on vous connaît, vous êtes écolo. C'est vrai qu'on a en Île-de-France, pour rester juste sur l'Île-de-France, cet exemple, 3 listes de gauche à 10%, écolo, LFI et Union des gauches socialistes. C'est plus la même histoire. S'il y avait un cordon sanitaire, ça serait de nature à désunir la gauche et à l'empêcher de mener des combats unis dans un certain nombre d'exécutifs régionaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette alliance ? Je vais vous répondre dans un instant. Je voudrais juste poser une question à Mme Ménard pour commencer, si vous le permettez. Oui. Vous parlez étonné. Non, mais on est là pour dialoguer. Vous parlez d'un cordon sanitaire indispensable, nécessaire face à la gravité du danger qui menace, etc. Ouais. Donc vous appelez ce matin M. Bardella à se désister ? Non, je n'ai pas appelé M. Bardella. Cordon sanitaire. Vous appelez M. Bardella à se désister, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un doute. Il y a une possibilité que cette union des gauches l'emporte. Donc, cordon sanitaire, vous appelez partout c'est possible les candidats de l'extrême droite qui peuvent se maintenir au deuxième tour à se désister là où il y a menace que des candidats de la France insoumise et des écologistes soient élus. Je peux vous répondre. Je n'appelle personne à se désister, parce que je pense que les candidats sont suffisamment grands pour prendre leurs décisions eux-mêmes. Mais je réponds très clairement, voilà, si je devais voter demain en Île-de-France, effectivement, devant le danger que représente cette alliance des différentes gauches, avec cette complaisance, encore une fois, pour l'islamo-gauchisme qu'elle représente, moi, je voterai pour Mme Pécresse. Non, ça, c'est autre chose. Que vous votiez, c'est une chose. Bah oui, mais vos alliés, parce que vous êtes présenté comme d'hiver droite, mais vous avez été élu avec des alliances objectives avec le Rassemblement national, et dont vous êtes allié, votre mari est allié également. Donc, à aujourd'hui, vous dites quelque chose qui est qui est quand même très important, très grave. Vous dites que la République est en danger, puisque c'est ce que vous dites, M. Pupponi aussi. Donc, si elle l'est vraiment, vous devez appeler vos alliés. Parce que vous ne pensez pas qu'elle soit en danger. Enfin, la ficelle est un peu grosse quand même. La ficelle est...
Non mais ça ne sert à rien. Non, mais qu'un élu, c'est pas un rire qui va crédibiliser votre discours. Qu'il y ait des élus qui ont le soutien, par exemple, des frères musulmans ou qu'il y ait des élus proches de la France Insoumise, soutenus par la France Insoumise, qui soient des élus très proches des frères musulmans, qui se présentent contre le Parti Socialiste. On est en train de parler de quelque chose qui est quand même... Je voudrais connaître votre avis et après on va voir Stéphane Troussel. Je vais vous le donner tout de suite. Là, ce dont moi j'ai entendu parler dans les minutes précédentes, c'est un cas particulier que je... Ben oui, vous nous avez donné un exemple avec un candidat qui aurait été proche du CCIF. Non, pas proche, créateur du CCIF. Créateur du CCIF. Vous avez dit vous-même, dont on dit qu'il est proche des frères musulmans. Si je peux me permettre, je le dis parce que j'ai déjà eu 3 procès en diffamation. Donc je préfère à chaque fois prendre des précautions. Je me retrouve au tribunal à chaque fois. C'est des supputations. Ah, c'est pas des supputations. Mais puisque vous ne pouvez pas dire dont les liens avec les frères musulmans ont été prouvés. Regardez qui est Samy Debat et vous comprendrez. Il y a Stéphane Troussel qui est en ligne avec nous. Je ne voudrais pas le faire attendre. Non, je pense qu'en effet. On passerait le micro après. Je termine en 20 secondes. Je veux votre avis. C'est de la petite politique politicienne qui en dit long. On a 70% d'abstention en Ile-de-France à cause justement de comportements comme ceci, comme celui de Valérie Pécresse aujourd'hui, qui au lieu d'essayer d'avoir un débat de fond sur les mesures à prendre, sur faire vivre cette Ile-de-France, se contente d'essayer de diaboliser son adversaire avec des prétextes improuvables. On pourra reparler du Burkini. C'est pas parce qu'on dit on n'est pas contre... Vous pouvez me laisser terminer, vous pouvez me laisser terminer, Madame Ménard. Vous pouvez me laisser... Oui, c'est le principe du débat. Les gens parlent les uns après les autres. C'est pas parce qu'on est contre l'interdiction du Burkini, qui n'est pas interdit lui-même par les lois de la République, que l'on est anti-républicain. Vous vous rendez compte quand même là de la perversité ? On écoute Stéphane Troussel, parce que je ne voudrais pas le faire attendre trop longtemps. Il a du boulot. C'est le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il nous fait l'amitié d'être avec nous quelques instants. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. La question que pose Valérie Pécresse est dans le débat public. On la voit émerger de temps en temps. C'est très bien. Un front républicain contre l'extrême droite, ça s'entend. Mais à gauche, il y aurait bien des motifs d'organiser également un front républicain contre la France insoumise. Voilà une question qui revient sur la table assez souvent. Quelle est votre opinion ? Bon, visiblement, le message qu'ont envoyé les électeurs le week-end dernier n'a pas suffi ni aux commentateurs, ni à un certain nombre de journalistes. Parce que voilà des semaines, pour ne pas dire des mois, qu'il y a une hystérisation du débat politique dans notre pays entre l'extrême droite et le parti présidentiel, qui anime exactement, comme vous le faites depuis quelques minutes, le débat politique. Les électeurs, ça donne 70% ou 75% d'abstention dans un certain nombre de territoires. Quand ils s'expriment, ils font confiance majoritairement à un bloc social écologique et de l'autre côté à une droite conservatrice et républicaine. Et maintenant, on recommence. Je vous le dis, ce que je viens de constater en écoutant votre débat, c'est que visiblement, il n'y a plus aucun cordon sanitaire entre l'extrême droite représentée par Mme Ménard et les candidats de la droite dite républicaine. Il y a clairement un front commun. Attendez, laissez-moi finir, M. Brunet, parce que j'ai écouté sagement depuis 10 minutes et Mme Ménard a dit clairement que finalement, il n'y a pas à avoir de cordon sanitaire entre l'extrême droite et la droite républicaine. Eh bien, j'espère que notamment ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République vont faire le choix de la gauche. Oui, de la gauche et de ce bloc qui s'est rassemblé. Ça suffit, ce débat-là qui consiste à vouloir diaboliser les électeurs de gauche. Ça suffit. Moi, je n'ai aucune leçon à recevoir de ceux qui pactisent avec les militants de l'extrême droite, qui pactisent avec Stéphane Troussel, est-ce qu'on peut... Non, j'attends pas. C'est un échange, c'est une interview. Ça s'appelle une interview, question-réponse. Très bien, mais qui financent les associations de lutte contre votre position sur l'extrême droite, mais est-ce qu'on peut, l'espace d'un instant, oublier l'extrême droite quelques instants pour parler de la gauche? Et si, à gauche, il y avait un besoin impérieux, après tout, François Pupponi, qui était des vôtres, qui est ici, qui a été député, François Pupponi a fait un autre choix depuis des années le Parti socialiste. J'ai beaucoup de respect. Non, mais ne m'interrompez pas. Il a quitté le Parti socialiste pour cette raison-là. Voilà. Donc la question que je vous pose, c'est n'y a-t-il pas lieu chez vous aussi à gauche de se gratter la tête et de dire il y a sur certains aspects une gauche
infréquentable et nous devrions réfléchir avant de s'allier avec elle. C'est la question que je pose le plus naïvement du monde, Stéphane Troussel. Non, c'est pas naïf, monsieur Brunet. Non, vous n'êtes pas naïf, donc ne faites pas croire ça à vos téléspectateurs. La deuxième remarque que je veux vous faire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actes. Moi, je suis à la tête du département de la Seine-Saint-Denis avec des élus de la gauche, de toute la gauche et des écologistes. Je défie quiconque, Madame Ménard comme François Pupponi, de prendre une seule de mes décisions qui ne soit pas républicaine. Voilà, c'est pas le cas de Madame Ménard et de ses amis à Béziers ou ailleurs. C'est pas le cas des associations qui sont financées, et je le regrette, par la région Île-de-France, par exemple, qui luttent contre l'IVG, alors qu'il y a par exemple des élus de sens commun dans la majorité de droite actuellement à la région Île-de-France. Donc ça suffit, ce débat. Moi, je préférerais qu'il y ait un vrai débat politique entre deux projets. Et je ne comprends pas d'ailleurs la manière dont Mme Pécresse fait cette campagne de deuxième tour. Il faut assumer qu'il y ait un projet conservateur pour l'Île-de-France et un projet de la gauche sociale écologique. Et c'est tant mieux. Vous savez, moi j'ai beaucoup souffert par exemple en 2015 que la campagne de la droite en Île-de-France, c'était de dire que si on votait pour la liste de gauche et des écologistes au deuxième tour en 2015, eh bien finalement ce serait faire de l'Île-de-France la Seine-Saint-Denis. Ça suffit, cette caricature des milieux populaires. La Seine-Saint-Denis, quand même, votre projet a dû manquer un peu de lisibilité, parce que la Seine-Saint-Denis, c'est quand même le département de France. Il y a 95 départements en France. C'est celui où l'on a le moins voté, 18% seulement de gens se sont déplacés. Je crois que oui, enfin, vous savez, la situation dans le Val d'Oise n'est pas beaucoup meilleure que celle de la Seine-Saint-Denis en matière de participation. Enfin, oui, pas bon. Nous avons collectivement, monsieur Brunet, pire de France. Oui, monsieur Brunet, nous avons collectivement un problème pour associer les jeunes au débat public, parce que ce sont les jeunes qui se sont massivement abstenus. Et je ne crois pas qu'en organisant le débat politique de cette manière, on va leur montrer l'intérêt qu'il y a à y participer. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est plutôt d'hystériser le débat politique de cette manière, c'est ce qu'on va faire dans les lycées, c'est ce qu'on va faire dans les collèges, c'est ce qu'on va faire pour soutenir les jeunes, les étudiants qui sont obligés d'aller faire les files d'attente et pour se nourrir en ce moment dans notre pays. C'est ce qu'on va faire en matière de protection des plus fragiles. C'est ce qu'on va faire pour les chômeurs qui voient leurs indemnités à cause de la réforme du chômage de baisser de 17%, et particulièrement celles et ceux, notamment les plus jeunes, qui ont des contrats précaires. J'aimerais plutôt qu'on débatte de tout ça, plutôt que de nous faire croire que le débat politique, il est comme celui organisé, comme celui que vous nous posez depuis ce matin. Merci Stéphane Troussel. C'est Valérie Pécresse qui a posé les termes de ce débat. Il est intéressant et je trouve qu'il mérite qu'on s'y attarde. Elle demande tout simplement qu'on organise un cordon sanitaire à gauche, un peu comme on l'a fait à droite. Merci en tout cas d'avoir répondu. Vous avez été fort clair. Je vous remercie. Bonne journée à vous, Stéphane Roussel. Bon, Éric Brunet, je peux rajouter quelque chose. Moi, je suis un peu sidérée quand même quand j'entends M. Troussel ou M. Caron dire que Mme Pécresse, quand elle diabolise la France insoumise et ses alliés de gauche, elle nourrit l'abstention. Mais alors, quand c'est vous qui, à longueur de journée, diabolisez le Rassemblement national, là, vous nourrissez pas l'abstention. On diabolise des faits, parfois, sur des choses précises. Les faits que vous citez, malheureusement, ne prouvent strictement rien. Attendez, pas en même temps. Stéphane Troussel est resté. Alors, réponse de Stéphane Troussel, 10 secondes. Ce que je constate une nouvelle fois avec la réponse de Mme Ménard, c'est qu'il n'y a donc pas de cordon sanitaire entre l'extrême droite et la droite. Moi, je suis pour l'union des droites, je vous rassure. J'assume complètement depuis des années. C'est ce que je prône depuis des années, l'union des droites. Les électeurs qui sont attachés aux valeurs républicaines, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est vrai que je ne suis pas attachée aux valeurs républicaines. Oui. Je vous demande des exemples. Attendez, juste une chose. C'est quoi qu'est-ce qu'on vous reproche? Quelles sont les mesures qui ont été prises à Béziers et qui ne sont pas républicaines? Mais demandez à M. Troussel, moi j'en sais rien. Pour moi, tout est républicain à Béziers. Il n'y a pas de problème. Mais demandez d'ailleurs aux électeurs. Demandez, M. Troussel, aux électeurs de Béziers ce qu'ils en pensent. Le maire de Béziers a été réélu avec près de 70% des voix. constate, c'est qu'il n'y a donc pas de contrat.
Pas en même temps, pas en même temps, s'il vous plaît. On connaît l'astuce politique, pas en même temps. Il n'y a donc pas de cordon sanitaire. Mais voilà, vous n'êtes pas capable de citer une mesure, Monsieur Troussel. Il n'y a donc pas de cordon sanitaire entre l'extrême droite et et visiblement la droite conservatrice. Donc moi, j'appelle les électeurs républicains, sincères, à faire le choix de la gauche sociale écologique. C'est de l'intox. Voilà. Merci. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans un certain nombre de villes de Seine-Saint-Denis, et c'est mon cas par exemple, dans une ville traditionnellement à droite, vous savez, j'ai fait 50% dès le premier tour, Madame Bénard. Vous voyez, même les électeurs du centre et de la droite ont voté pour moi. Ce qui m'embête un peu, c'est que, Stéphane Troussel, je ne vous cache pas que ce qui m'embête un peu, c'est que vous êtes un brillant politique, mais vous avez quand même savamment évité le sujet mis sur la place sur la table par Pupponi. Pupponi dit « j'ai quitté le Parti socialiste parce qu'à gauche, il arrive que certaines personnes se tiennent... » Pourquoi vous parlez en même temps que moi ? Ne parlez pas en même temps que moi. Pupponi dit « j'ai quitté le Parti socialiste parce qu'à gauche, à la France insoumise en particulier, il y a des gens qui soutiennent des personnes peu recommandables et islamistes. Il dit que ça, c'est tout. Donc j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. J'imagine que cette famille, des gens de gauche comme ceux-là, il doit y en avoir. Monsieur Brunet, d'abord, je connais bien François Pupponi. Je crois qu'il me connaît aussi. Très bien. Il sait quelles sont les valeurs que je défends, l'attachement que je porte aux valeurs républicaines et à la situation dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Je vous mets au défi de prendre un seul de mes actes qui soit contraire à ces valeurs républicaines. Quant à Monsieur Brunet, mais je suis à la tête d'une majorité qui va de la France insoumise aux écologistes et j'en suis fier. Et je vous mets au défi de prendre un seul de mes actes qui soit contraire aux valeurs républicaines. Et quant aux exemples que vous citez, Monsieur Brunet, de je ne sais qui aurait les soutiens, les faveurs de je ne sais qui. Mais vous voulez que je vous en cite d'autres de la droite dite républicaine? Non, on parle de la gauche. Non, là on parle de la gauche, on parlera de la droite après. Mais vous voulez que je vous en cite d'autres, des exemples, y compris dans mon département en Seine-Saint-Denis? Vous voulez que je vous rappelle par exemple les campagnes qui ont été faites par des candidats de droite à l'occasion d'élections municipales? Vous savez, où on se baladait pour protester contre le mariage pour tous, on se baladait avec des petits livrets. Laissez-moi finir, Monsieur Brunet. Non, je ne vous laisse pas finir, parce que vous devez être capable. Non, Stéphane Troussel, vous devez être capable. Vous devez être capable. Stéphane Troussel, vous devez être capable de parler de la gauche sans évoquer l'extrême droite. Il faut que vous vous habituiez à ça. On a envie de parler de la gauche ce matin, pas de l'extrême droite. On en a suffisamment parlé de l'extrême droite. Parlons de la gauche. Parlons de la gauche. Comment faire? Laissez-moi terminer. Comment faire pour que dans les majorités de gauche, pas seulement chez vous, partout en France, éviter d'avoir des gens qui soient compromis avec des islamistes? C'est simplement la question que pose Pupponi. Il n'y en a pas d'autre. Oublions l'extrême droite un instant. Parlons de la gauche. Monsieur Brunet, moi, je considère que ce que vous dites, c'est de la caricature. Et je vous mets au défi de me citer des exemples précis. Par exemple, dans mon département. C'est votre ami Pupponi qui le dit. Deuxième... Très bien, mais c'est pas parce que vous allez me le répéter. J'ai beaucoup de respect pour François Pupponi, mais excusez-moi, c'est pas parole d'évangile, François Pupponi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Deuxième chose, des exemples d'élus ou de candidats de la droite républicaine dans mon département qui, par exemple, il y a quelques années, pour protester contre le mariage pour tous, se baladaient en campagne électorale avec des petits livrets sous le bras qui s'appelait « Mets du rouge à lèvres » ou qui envoyaient des SMS précisément à un certain nombre de familles qui, pour les faire voter sur cette question-là, et pour agiter effectivement des questions religieuses, j'en ai des tonnes. Donc chacun doit balayer devant sa porte. Toutes les formations politiques doivent balayer devant leur porte sur cette question et de ne pas instrumentaliser. J'aurais aimé qu'on balaye un peu plus à gauche pendant ce petit débat d'un quart d'heure avec vous. Émeric Caron, venez à mon aide. Ça ne concerne que la gauche. C'est retraite que je vais venir. Non, cela dit, Émeric Caron, et je le dis à Stéphane Troussel aussi, la gauche, depuis bien longtemps, a ses petits défauts, comme la droite. Et elle se nourrit beaucoup. Gros défauts même. Elle se nourrit beaucoup de l'antifascisme. Bon, c'est très bien l'antifascisme. Mais est-ce qu'on peut parfois parler de la gauche
sans évoquer le Rassemblement national, le danger que constitue le Rassemblement national. Parce que c'est souvent... Moi qui suis journaliste dans le débat, qu'est-ce que... Le problème, si je puis me permettre, on est obligé, et je suis d'accord avec vous, hein, la gauche... Merci Stéphane Troussel. La gauche ne doit pas se positionner par rapport au Rassemblement national, au Front national d'antan. Sauf que là, c'est le débat du jour qui nous y oblige, puisque le débat, c'est faut-il qu'il y ait un front républicain contre les alliances de gauche qui inclurait les Verts aussi, je vous rappelle, hein, pas juste la France insoumise, parce qu'en réalité... Il n'y a pas des gens de gauche infréquentables? Vous ne connaissez pas des gens de gauche totalement infréquentables? Je ne les connais pas, mais forcément qu'il y en a. Il y en a absolument partout. En revanche, aller raconter, comme M. Pupponi vous avez dit tout à l'heure, la France insoumise qui est proche des réseaux islamistes. Non mais attendez, il faut être sérieux. Non mais attendez, ça c'est une accusation. Je laisse la France insoumise ensuite se défendre elle-même. Je vais vous poser une question. Attendez, moi, il y a un moment. Est-ce que je peux juste terminer? Allez-y, mais les déclarations. Je ne suis pas du tout l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Allez-y. Mais j'analyse journalistiquement les choses. Les déclarations de M. Mélenchon ou des porte-paroles de la France insoumise depuis 3 ou 4 ans ne laissent planer aucune forme d'ambiguïté. C'est là où vous vous trompez. Ben non. Vous voyez pas les déclarations. Citez-les-moi. Je reprends un exemple très précis. Vous ferez une enquête après sur qui est Samy Debat. Ah non, mais non, écoutez-le. C'est essentiel. Je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Parce que c'est un sujet que je ne connais pas. Mais voilà, j'ai dit vous ferez votre enquête après. Non, mais attends, je suis le patron quand même. C'est un cas. Oui, non, mais je vais expliquer pourquoi vous êtes en train de vous laisser déborder, parce que je voudrais qu'on parle de tout ce qui a été fait et dit par la France insoumise. Est-ce que je peux vous donner des témoignages? 3 ou 4 ans et qui si nous vous voulez pas permettraient... entendre des témoignages. François Pupponi. Monsieur, on ne va pas concentrer tout le débat sur alors précisément, journalistiquement, le journaliste que vous êtes devrait être intéressé par un exemple très concret. Non, j'en veux davantage d'explications. J'en veux davantage. Décortiquons le cas Pupponi. Je témoigne. Maintenant, si on ne veut pas que je témoigne, je ne témoigne pas. Je vous dis tout le débat sur votre histoire particulière qui va démontrer que les écologistes, parce qu'on parle des écologistes aussi. Non, Émeric, c'est très important. Émeric, c'est très important. S'il y avait un dérapage à l'extrême droite, vous prendriez le temps d'écouter pendant 10 minutes ce qui s'est passé. Très bien, on les écoute tout le temps. Si maintenant la gauche ne veut pas donner des positions claires... Non, là on interrompt. Je peux finir. Non, stop. Non, mais allez dans des positions claires. Quand à un moment, la maire de Strasbourg, comme d'autres, finance le Miligorus... Mais ça, on l'a déjà raconté 20 fois. Justement. Qui avait déjà été financé par l'État. Justement, je dis comme d'autres. J'ai le droit de dire en tant qu'homme de gauche que ça me pose un problème. Quand Audrey Pulvar dit des réunions racisées où il n'y a que des Noirs qui vont venir. Ah mais là, c'est plus la France insoumise. Non, ne vous l'interrompez pas. Vous l'interrompez pas. Je vous parle de la gauche. Je vous parle de la gauche. Pourquoi j'ai quitté? Vous dit les Blancs... Non, arrêtez, non, Émeric, c'est pas possible. J'arrête l'émission. Écoutez-le. Les Blancs ont le droit de venir, mais ils se taisent. J'ai le droit de dire en tant que de gauche humaniste, ça me choque. On a le droit de le dire quand même. Et dire à la gauche, là, vous déconnez. Moi, j'ai travaillé avec les Antillais sur tout le travail sur les victimes post-esclavage. Heureusement que j'étais invité aux réunions, que je pouvais poser des questions, qu'on a travaillé ensemble et qu'on a fait des trucs ensemble. Quand est-ce que dans ce pays, on dit un blanc, il vient, il se tait? On dirait ça d'une personne de couleur, on dirait mais c'est scandaleux. Voilà. Donc je dis, moi, depuis quelques années, à la gauche, à mes anciens camarades, faites gaffe, ça dérape. Est-ce qu'on peut en parler raisonnablement pour dire on peut se retrouver, mais faites gaffe? Y a-t-il des gens qui sont au Parti socialiste encore, c'est-à-dire qui ne sont pas partis comme vous, qui y sont restés, et qui pensent comme vous, qui disent je suis socialiste, et ce qui se passe à la gauche de la gauche ne me plaît plus? Plus beaucoup. Quand le PS est à 6% au présidentiel et à 11% à la région Île-de-France qu'elle présidait encore, il y en a beaucoup qui sont partis, beaucoup pour ça. Voilà. Et bon, voilà. Donc après, tant que le PS et que la gauche n'acceptera pas d'avoir le débat sereinement, sans passion, en disant regardez, là on pense que ça pose un problème. Je pense qu'ils se trompent humainement, donc j'en suis parti. On voit François Pupponi, on voit par exemple au sein du courant féministe une gauche partagée avec les tenants d'Elisabeth Badinter, d'autres tenants d'un courant plus indigéniste et plus dur, plus radical des colonialistes, qui pourrait être incarné d'ailleurs par Rokhaya Diallo, par exemple. Est-ce qu'au Parti socialiste, il y a ce genre de déchirement sur la question des femmes, sur la question de l'islam, de l'islamisme? Est-ce qu'il y a ce genre de déchirement avec des débats souterrains? Non, mais bien sûr que le débat, il existe au sein de la gauche, de dire, est-ce qu'on est une gauche laïque, respectueuse des croyances, et donc on accepte
la liberté absolue de conscience et donc le port du voile, et des féministes qui disent le voile, c'est la pire des choses qui puisse arriver à une femme, il faut l'interdire. Voilà, bien sûr qu'il y a le débat, mais il y a le débat au sein de la droite, il y a le débat au sein du pays. À l'Assemblée nationale, on va commencer de nouveau la lecture sur le texte séparatisme, en deuxième lecture. Oui, il y a des amendements qui sont déposés un peu par tout le monde pour dire il faut interdire le voile. Et d'autres qui disent pas du tout, il faut supporter le voile. Et à gauche, le débat existe. Mais Émeric Caron, je connais Elisabeth Badinter sur ses positions sur le voile. Je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec certaines positions de la gauche qui disent bah non, le voile, c'est tout. Moi, je suis contre l'interdiction du voile. Hein. Bon. Mais sauf que certains à gauche disent le voile pour une femme, c'est la pire des choses parce que c'est la manière dont on l'oblige et on la contraint. Bon, bien sûr que le débat, il existe. Émeric Caron, reconnaissez que la France insoumise est plutôt le parti qui porte une partie de ses valeurs, pour certains d'entre eux, ça, c'est ce qu'il évoque là, c'est-à-dire une partie de ses des valeurs, c'est dérapages, valeurs. Si. Non, attendez, vous voyez, non mais les mots ont leur importance, les idées ont leur importance, il faut être précis. Non, répondez clairement, ne me donnez pas de leçons, allez-y. Mais non, reconnaissez que le problème vient de la France insoumise. Porte ses valeurs, c'est dérapage. Non. Dérapage. Dérapage parce qu'il y a un débat sur le voile, parce qu'à la France insoumise, il y a des gens qui considèrent qu'il ne faut pas interdire le voile. Non, parce qu'à la France insoumise, il y a des gens qui font le choix de défendre des candidats islamistes. C'est ça. Mais voilà. Non. Alors, ça c'est pour la France insoumise, c'est des valeurs. Pour moi, c'est un dérapage. Je ne suis pas au courant que la France insoumise, Europe Écologie Les Verts ou le Parti socialiste défendent des candidats islamistes. Voilà, islamiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait imposer l'islam en dehors des règles de la République. C'est quand même une accusation très forte. Si vous pouvez le démontrer, bien évidemment, je serai le premier à le démontrer. Tout à l'heure. J'appelle à soutenir Samy Debat. Non, mais est-ce que c'était quelqu'un qui a dit qu'il voulait s'affranchir des règles de la République pour imposer l'islam ? Bien entendu que ces gens-là, ils n'arrivent pas en disant voilà ce qu'on veut faire. Ce que je constate simplement, c'est que de fait, tout va bien. Donc tout va bien à gauche. Tout va très mal. Il n'y a pas lieu de. Non, mais c'est pas ça. Mais là, le débat, je suis désolé de vous le dire, Eric, n'est pas à la hauteur de la question. Tout est mélangé. Je demandais à M. Pupponi, qui a dit tout à l'heure la France insoumise est proche des réseaux islamistes, pouvez-vous le démontrer ? Il m'a dit je vais reparler de mon cas particulier, dont il n'a pas reparlé, pour nous parler. Mais si, je vous en parle, vous dites faut pas en parler. Mais si, je vous ai parlé. Pas m'interrompre. Vous l'avez interrompu 20 fois. Je ne suis tué au moment où vous m'avez demandé de me taire. Mais j'en ai parlé, je donnais un exemple, mon exemple. Voilà. Bon. Oui, vous ne l'avez donc pas démontré. Ah bon, et pour vous demander, quand je vous demande des preuves très concrètes, vous me parlez d'Audrey Pulvar. Et là, en revanche, vous mettez le doigt, c'est Parti socialiste, donc c'est plus du tout la France insoumise. En revanche, vous mettez le doigt sur quelque chose là qui m'intéresse en termes d'analyse. C'est que le principal problème de la gauche aujourd'hui, ce n'est pas les accusations de Valérie Pécresse, dont elle peut se défendre très facilement si simplement elle prend le temps d'argumenter et simplement de montrer son bilan. C'est qu'il y a des désaccords fondamentaux au sein de la gauche elle-même, dont vient de nous parler M. Pupponi. Et là-dessus, nous serons d'accord. Le cas d'Audrey Pulvar est très intéressant parce qu'on a constaté qu'à un moment, les socialistes ont mis à la tête quelqu'un qui n'était pas issu d'ailleurs du Parti socialiste et qui a pris des positions qui allaient à contresens de ce que voulait la majorité des militants. Il y a un problème de gestion politique. Mais vous prenez un temps considérable sur mon débat pour dire une évidence. On sait depuis le début que Anne Hidalgo et Audrey Pulvar ne sont pas sur la même ligne. C'est un problème quand même, non ? Oui, c'est un problème qui démontre que... Il y a une deuxième chose. Regardez, il y a une deuxième chose qui démontre que le débat qu'on fait est juste. Et le débat qu'on fait est juste. Là où le PS a-t-il perdu son âme ? Voilà, c'est le débat qu'on fait. Le PS, oui. Le PS, il a perdu son âme. Non, parce que je croyais que c'était un front républicain contre LFI. Je crois que c'est ça le débat. Là, ce que je voudrais dire, je termine là-dessus, comme ça je ne vais pas vous faire perdre trop de temps dans votre débat, mon cher Eric. Là où Pécresse a raison, c'est de rappeler qu'Hidalgo a expliqué, et c'était pour moi scandaleux lorsqu'elle l'a fait, qu'il y avait un problème avec la République de la part d'Europe Écologie Les Verts. Eh bien, voilà, ce genre de déclaration qui avait un but purement électoraliste et notamment celui de préparer la présidentielle et sa propre candidature, eh bien, est en train de faire son effet. Deux choses l'une. Soit Anne Hidalgo, bien sûr qu'il y a une volonté de se positionner politiquement, mais quand elle le dit, elle part aussi sur des éléments. Et c'est là que moi, ce qui me gêne un peu dans le débat, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le débat entre nous sereinement à gauche pour dire là, il y a peut-être des erreurs qui sont commises. Et pourquoi vous allez soutenir telle et telle structure ? Parce que je reprends l'exemple. Des erreurs, évidemment qu'il y en a qui. D'accord. La question, c'est est-ce qu'il faut faire un front républicain ? C'est ça le débat. Non, mais la vraie question. La vraie question. Dans l'accord d'hier soir. Dans l'accord d'hier soir, on aurait pu dire à la France insoumise OK, on va ensemble, mais attention. Si on est élu à la région, les financements pour certaines associations proches de l'islam radical, c'est même pas en rêve. On peut le dire dans un accord politique. On peut l'écrire. Parce qu'on sait très bien que la France insoumise, sur ces sujets-là, ils sont plus que borderline.
Donc on peut, dans un accord politique, le dire. Nous, on veut bien être ensemble, mais il y a des lignes jaunes. Bien. Vous savez très bien Merci. qu'il a été Allez, merci, je suis désolé pour le manque de clarté de ce débat. On se retrouve dans un instant et nous parlerons du cataclysme sondagier. Les sondeurs se sont totalement plantés, mesdames, messieurs, à tout de suite. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas se passer de voiture. Mais pour 6 Français sur 10, ça coûte très cher d'en avoir une. Leclerc défend la mobilité pour tous. Louez une voiture dès 4 € par jour ou essayez l'électrique pour 5 € seulement. Leclerc. Major, on vient de recevoir le bilan de vos connexions, il est OK. Mais il semble qu'on puisse booster votre Wi-Fi au niveau de la capsule. Est-ce que vous voulez établir un contact avec un technicien? Ça vaudrait mieux si je veux rentrer plus rapidement sur Terre. À moins bien sûr que ce soit à mon tour de passer l'aspirateur. Une fois passé à la fibre Orange, on veille à la qualité de votre Wi-Fi et si besoin, on vous propose un rendez-vous pour l'optimiser. Orange. Porter les cartons de déménagement, c'est pas un problème. C'est plutôt l'administratif, le souci. C'est pas que j'ai une phobie, mais bon. Enfin, vous voyez quoi. Du coup, j'espère que pour mon contrat d'énergie, ça sera plus simple. Si vous voulez faire simple, pour votre nouveau logement, choisissez les offres Elec verte et gaz naturel d'Engie. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Les plus belles histoires s'écrivent dans la durée. Groupama accompagne vos projets et vos passions partout en France. Vendezvotrevoiture.fr. J'ai reçu le prix de vente pour ma voiture directement chez moi, sans me déplacer. Obtenez le prix de vente pour votre voiture en ligne depuis chez vous. Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez rapidement le prix final. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Monsieur, vous voudrez parier sur Nantes-Marseille, s'il vous plaît? Ah, Nantes, le jeu à la nantaise, il se rappelle? Et Marseille 93, ils se rappellent? Évidemment qu'ils se rappellent pas, ils étaient pas nés. Donc ils peuvent pas parier. Moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on oublie. Pour tous les amoureux du jardin, Gardena propose depuis plus de 50 ans ses produits les plus innovants en arrosage et outillage à main. Realize your gardening dreams. Gardena.
Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Certains se font une idée particulière des véhicules hybrides. Ils s'imaginent tout et n'importe quoi. Et pourtant, il y a déjà 17 millions de conducteurs d'hybrides Toyota à travers le monde. Roulez avec votre temps. Pendant les Happy Hybrid Days, repartez dès maintenant avec votre Toyota CHR hybride à partir de 219 € par mois, entretien inclus. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas se passer de voiture. Mais pour 6 Français sur 10, ça coûte très cher d'en avoir une. Leclerc défend la mobilité pour tous. Louez une voiture dès 4 € par jour ou essayez l'électrique pour 5 € seulement. Leclerc. Salut Jasmine, c'est ton frère. Je viens de t'envoyer un peu d'argent pour t'aider à réaliser ton rêve. En envoyant de l'argent, vous envoyez bien plus que de l'argent. Envoyez de l'argent en ligne vers l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique et l'Asie à partir de 1,90 € de frais de transfert. Western Union. Venez découvrir nouveau Citroën C3 Aircross. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Mesdames, Messieurs, les sondages se sont totalement trompés. Une fois de plus, une fois encore. Il faut poser la question des interférences des sondages d'abord. Il y a le problème de l'erreur. Bon, très bien. Et puis, il y a par ailleurs un autre problème, c'est quand on vous martèle pendant des semaines que le candidat A va faire 13% ou que le candidat B va faire 48% et que ça n'est pas le résultat du tout, qu'on est très très loin du résultat final, on peut se poser la question des interférences démocratiques, car ça influe un peu sur l'esprit des gens. Certains se disent, tiens, si tel candidat est aussi bas, je vais voter pour lui. Si tel candidat est aussi haut, j'ai pas besoin de me déplacer. Vous voyez la perversité du dispositif. En tout cas, beaucoup de gens regrettent la nullité, la médiocrité de ces prévisions sondagières. Écoutez pour commencer Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris. Mais quelle claque aux commentateurs et aux sondeurs. Je disais encore hier, franchement, tous ces médias qu'on payait à prix d'or, parce que ça coûte très cher, il faut que les auditeurs le sachent, les sondages, il faut vous faire rembourser. Tout était à côté, tout était à côté. Il faut se faire rembourser. On est avec un sondeur, qui est en ligne avec nous. Je vais lui demander je vais le saluer, il s'appelle Paul Sébille. Bonjour Paul, bonjour. Vous êtes analyste opinion à l'IFOP. Merci d'être avec nous. Juste, avant de commencer, ça coûte combien un sondage ? Alors ça dépend, les sondages, ça dépend vraiment du nombre de questions, la longueur du questionnaire, la difficulté du sondage. Donc c'est évidemment quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros. Moi, on m'a dit ici à LCI entre 10 000 et 40 000 en fonction de la complexité du sondage. Vous validez à peu près la fourchette Ouais, c'est ça. C'est des fourchettes, mais c'est parfois beaucoup moins que ça. C'est vraiment, ça dépend du dispositif. D'accord.
Emmanuel Ménard, qu'est-ce que vous pensez du rôle des sondages et du plantage? Du rôle des sondages, j'en pense pas grand-chose. Du plantage, oui, je l'ai constaté parce que chez nous, en Occitanie, effectivement, ça a été complètement... Enfin, ils ont été complètement désavoués. Les sondeurs nous donnaient Jean-Paul Garot, candidat du RN, en tête au premier tour, largement en tête d'ailleurs. Et en fait, on a Madame Delga, présidente sortante, qui arrive avec quasiment 40%. C'était inespéré. Il y a une semaine, elle disait dans la presse que si elle faisait 30, elle serait contente. Elle arrive quasiment à 40 et Jean-Paul Garot, il est loin derrière, très loin derrière, avec 23%. Donc, clairement, il y a eu effectivement un plantage total. Mais ce qu'ils n'ont pas vu surtout, enfin moi, je sais pas, je suis pas sondeur, donc ce qu'ils n'ont pas vu, c'est l'abstention. Et j'écoutais un sondeur qui expliquait hier, en fait, que quand il posait la question à des gens par téléphone, en leur disant mais pour qui vous allez voter, ils ont pris pour argent comptant la réponse qu'on leur donnait. Je vais voter RN, je vais voter LR, je vais voter je sais pas qui. Ils ont pris pour argent comptant. Mais ce qu'ils ont oublié de contrôler, disait-il, c'est pas moi que je l'invente pas, hein, c'est est-ce qu'ils allaient vraiment aller voter. Et en fait, on se retrouve avec du coup des résultats qui sont complètement contradictoires avec ce qui était prévu, parce que justement, pour reprendre le cas de l'Occitanie, on se rend compte que les électeurs du RN sont très peu allés voter. 73% des électeurs de Marine Le Pen à la présidentielle ne sont pas allés voter au régional et au départemental. Ça veut dire un taux d'abstention énorme qui fait qu'effectivement, à l'arrivée, vous arrivez avec des résultats qui ne sont pas ceux qu'on attendait. En Auvergne-Rhône-Alpes, là c'est quand même extraordinaire, Paul Sébille. En Auvergne-Rhône-Alpes, une batterie de sondeurs ont donné 33% quelques jours avant l'élection à Laurent Wauquiez et 23% à Andrea Cotarac du RN. 33-23. Et au final, ça fait 43-12. Il y a 31 points d'écart, alors que les sondeurs, dans la sophistication de leur raisonnement, on avait vu 10 points d'écart. Résultat 31. Franchement, ma petite sœur peut faire des sondages dans sa chambrette d'étudiante. Si elle veut, elle sera meilleure que vous. Alors, c'est vrai que le problème, et Mme Ménard l'a très bien souligné, c'est ce côté abstention. Alors, sur les sondages, il y a plusieurs problèmes. Il y a le rôle qu'on donne aux sondages, finalement. Quand on dit, nous les sondeurs, que c'est pas une prévision et que c'est la photographie à l'instant T, c'est pas juste un effet de manche, c'est vraiment pour rappeler que le sondage n'est pas là pour prédire le résultat. Et ça s'ajoute à, évidemment, peut-être des considérations techniques de notre côté, c'est comment on améliore les choses. Mais le problème principal pour les élections de nos jours, c'est vraiment l'abstention. L'abstention était prévue. On avait vu que l'abstention serait plus forte qu'en 2015, mais pas à ce point. Et évidemment, Mme Ménard l'a dit, ça touche notamment l'abstention des électorats très spécifiques, des profils très spécifiques, notamment ceux du Rassemblement national, mais aussi à l'extrême gauche. Donc tout ça rend la prévision et le sondage compliqué. Parce que si, avec 30% de participation, si vous voulez, un mouvement de centaines de milliers d'électeurs va faire changer le résultat de tout. Je vous entends, Je trouve quand même que l'abstention a bon dos. Car au fond, le monde des sondages et des instituts de sondage, c'est un monde très concurrentiel. Très concurrentiel. Quand il y a une élection, il faut se montrer, parce que derrière, les instituts de sondage gagnent leur vie en vendant des études, j'imagine, à la grande distribution, à plein de monde, des choses totalement licites et formidables. J'ai rien à dire, mais on a besoin, pour qu'un sondage soit évoqué par les médias, pour qu'on en parle sur RTL, sur Europe 1, sur France Inter, sur LCI, sur les autres chaînes d'infos, on a besoin que le sondage soit un tout petit peu transgressif, qu'on nous dise « Attention, pour la première fois, un sondage nous dit que Marine Le Pen arrive en tête au second tour de la présidentielle. » Voilà, donc on a besoin de casser la baraque. Et parfois, j'ai le sentiment, comme citoyen, je ne suis pas dans le cœur de la mécanique des sondages, mais j'ai le sentiment qu'on est dans la surenchère. Attention, je suis un institut de sondage et je dis pour la première fois que, tiens, Thierry Mariani va gagner en région PACAS. On aime bien agiter le chiffon rouge de l'extrême droite, parce que ça fait parler de l'Institut de sondage. Avouez que vous êtes quand même si vous êtes des gens sérieux, vous êtes quand même un peu dans cette concurrence permanente qui fait que celui qui sort un sondage un peu plus transgressif que l'autre, verra son sondage beaucoup plus commenté par les journalistes et verra l'Institut de sondage beaucoup plus évoqué sur les grands médias.
Alors, autant, oui, il y a ce côté, l'importance de la diffusion du sondage, parce que, évidemment, nous avons des clients qui ont un intérêt à être cités. Autant, chez les sondeurs, il y a plutôt un côté de prudence. Il y a eu des erreurs dans le passé, des chiffres qui n'ont pas été, des résultats d'élections qui n'ont pas été annoncés. Donc, il y a plutôt ce côté de prudence. Et le problème là qu'on a pour les régionales, c'est que on ne pouvait pas donner des chiffres autres que ce que les gens nous disaient. Oui. Et c'est pas du mensonge, c'est simplement que l'élection, si vous voulez, nos outils, par exemple, on a exactement les mêmes outils pour les régionales que pour les présidentielles. Et à la présidentielle, les sondeurs ont donné les résultats au point près. Donc c'est vraiment je vous sens dubitatif. Non mais je pense qu'il y a deux sujets. La première question, c'est effectivement, est-ce que vous posiez les bonnes questions? Bon, ça, il faut faire une analyse des sondages pour voir si les questions étaient les bonnes. Et si les questions étaient les bonnes, on constate, mais moi je le constate en tant qu'élu et avec les électeurs, les gens ne vous disent plus les choses. Et je pense que certains, quand les sondeurs ont posé des questions, ils répondent n'importe comment parce qu'ils ont plus. Autant il y a du rejet de la politique et pas, autant les sondeurs ils en veulent plus non plus. Donc il y a une espèce de rejet un peu entre guillemets des institutions. Bon, et donc moi je vois bien les électeurs quand on les voit, tout va bien. Et puis après quand on voit les résultats, on se dit ils nous ont pas tous dit la vérité parce qu'ils sont sympathiques, ils sont polis, mais ils disent plus rien. Et donc, là, il faut analyser. Est-ce que les questions étaient les bonnes? Et si les questions étaient les bonnes et les réponses n'étaient pas les bonnes, c'est-à-dire que les gens vous ont trompé, ça pose une question sur la fiabilité des sondages à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec de tels écarts, ça joue sur le résultat électoral. Parce que quand on dit c'est gagné pour l'Assemblée nationale, c'est pas mobilisateur pour les électeurs. Non, mais c'est mobilisateur pour les autres. Et en tant qu'élu, enfin quelqu'un qui s'est plié à la règle démocratique bien des fois dans votre vie, François Pupponi, vous ne pensez pas que ça fausse aussi? Je sais pas. Quand on me dit j'habite Marseille, que je sois de gauche, de droite, électeur de... C'est gagné. Quand on me dit Mariani va arriver en tête, etc. Donc je surmobilise la gauche. Quand on me dit le contraire, d'ailleurs, je dois surmobiliser. Enfin, ça fausse un peu. Ça, c'est une vraie question philosophique. Alors, ça influence bien sûr le résultat et ça l'influence d'autant plus qu'il y a de l'abstention. Parce qu'on voit bien qu'avec l'abstention, quand un électeur fait quelques voix, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de voix, il prend tout de suite des points, parce qu'il n'y a pas beaucoup de votants. Et donc, bien entendu que les sondages ont joué. Ça a mobilisé à droite dans les régions de droite, ça a mobilisé à gauche dans les régions de gauche. On prend l'exemple de Carole Delga. Quand effectivement on donne le Rassemblement national en tête, les électeurs de gauche te disent, en tout cas ceux qui veulent aller voter disent non, on ne veut pas, et donc on va se mobiliser. Bien entendu que c'est influence. Donc c'est un vrai sujet maintenant. On pourrait se poser, Aymeric Caron, la question de l'instrumentalisation des sondeurs. Je suis sûr que dans l'histoire de la République, il y a bien eu un moment où quelqu'un a dit « sors un sondage qui dit ça parce que ça va faire réagir mon électorat ». Enfin, je pense qu'il a dû arriver qu'on les instrumentalise. Bien évidemment, c'est sûr. Après, faire le procès des sondages, c'est compliqué parce que le sondage, par définition, n'est pas une projection scientifique. Ça n'a jamais été la promesse du sondage. En revanche, on peut s'interroger sur l'usage que nous pouvons en faire en République et en démocratie. Et je pense en effet que c'est utilisé aujourd'hui par des partis politiques pour faire des choix, et ça, c'est très, très dérangeant. Peut-être qu'il faudrait les interdire de manière plus longue que ce qui est fait à l'heure actuelle. Peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant une échéance. Enfin, c'est vrai qu'il faut réfléchir à ces choses-là. Mais moi, le fait qu'un sondage ne me donne pas exactement ce qui est le résultat final ne me dérange pas. C'est le principe même du sondage. Ouais, quand même, je vous rappelle, chez Vauquier, en Auvergne-Rhône-Alpes, 33% Vauquier, 23% le RN, ça fait 10 points d'écart. Et au final, il y a 31 points d'écart quelques jours seulement après le sondage. C'est vrai que c'est oui, vrai. Ça fait quand même j'avoue beaucoup. Que là, il y a quand même... Sur Paris, par exemple, c'était plus fidèle à la réalité. Cela dit, il est faux. Oui, alors j'entends votre argument. Bon, après tout, un sondage, c'est une entreprise privée qui statue sur l'opinion à un instant T0. Ça dépend de quel sondage on parle, Eric, parce que si c'est juste un sondage de résultats, bon, c'est plus compliqué sur un sondage. Pour qui allez-vous voter? Là, c'est vrai que... Parce que la question, c'est un biais. Donc, si c'est pour qui allez-vous voter, c'est compliqué de manipuler. En revanche, pour répondre à ce que vous me demandiez il y a une minute, c'est vrai que sur des sujets particuliers, la formulation même de la question va permettre d'orienter le sondage d'une certaine manière, qui fait qu'ensuite on va créer un débat artificiel. Il y a des partis qui disent on fera une primaire si bidule est dans les sondages. Donc, en réalité, les sondages commencent à avoir un rôle démocratique. Parce que quand on voit à droite ou à gauche un candidat qui émerge, un Xavier Bertrand ou je ne sais quoi qui émerge, soudainement, pour les partis politiques, des évidences se créent. Alors qu'en fait, non. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que les enquêtes d'opinion
ont pris trop d'importance au niveau des différents pouvoirs, parce qu'en fait, ils pilotent leur politique à travers cela. Et je pense un peu trop. Ils sont focalisés sur ces opinions et ils perdent un peu la réalité du terrain, parce que ces enquêtes, elles ont des intérêts, mais on voit bien qu'il y a quand même des écarts entre la réalité du terrain et ces enquêtes-là. Et je pense que des politiques, maintenant, sont un peu trop focalisés là-dessus. C'est surtout au moment de la présidentielle, si je puis me permettre, avec le fameux, ce qu'on appelle vote utile, qui, à mon avis, fausse complètement le choix démocratique. Et puis c'est déterminant aussi pour l'émergence de certains candidats. Par exemple, on parlait toujours de la primaire à droite. Je pense qu'il y a des candidats LR qui, au vu des sondages, se disent « Bon, c'est mauvais pour moi, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de me prendre une claque aux élections. » Or, on voit bien que les sondages, ils peuvent se tromper et que c'est pas aussi déterminant que ça. Dans un instant, mesdames, messieurs, nous allons parler du mauvais score du Rassemblement national, des candidats de Marine Le Pen à ces élections régionales. Pourquoi ont-ils réalisé ces scores aussi médiocres au regard de l'évolution des scores du RN au fil de ces dernières années? Réponse dans quelques instants. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Il y a ceux qui n'ont jamais commencé à fumer. Ceux qui ont arrêté, recommencé, arrêté. Ceux qui pensaient ne jamais y arriver. Et ceux qui ont enfin trouvé la bonne méthode. Ceux qui ne se sentent pas encore vraiment bien et ceux qui se sentent tellement mieux. Il y a désormais 50 millions de Français qui ne fument pas. Ensemble, nous pouvons faire encore mieux. Bienvenue dans une vie sans tabac. Oui, tout à fait. Bien sûr. Vous avez passé une bonne journée? Plutôt calme. J'ai vu ça, oui. Bbox Fibre avec Wi-Fi 6. Profitez du meilleur des Wi-Fi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Venez découvrir nouveau Citroën C3 Aircross. Ça, c'est sûr. Être à son compte n'est pas de tout repos. Faire des pauses, ça arrive. Stress, pépin, paperasse. Et pourtant, la solution est là. SumUp, le lecteur de carte bancaire qui va vous simplifier la vie. Rendez-vous sur sumup.fr. Ah, ça fait du bien être en vacances. Mais on n'a plus l'habitude de laisser la maison toute seule. Faites comme nous, prenez une alarme Vérissure. Tu crois? Mais oui, regarde. Là, je peux te dire que tout va bien à la maison. Et si quelqu'un essaye de rentrer, c'est Vérissure qui prend le contrôle. On devrait faire pareil, nous. Pour profiter de vos vacances en toute sérénité, rendez-vous sur Vérissure.fr et bénéficiez d'un pack à moins 50%. Vendez votre voiture.fr. J'ai reçu le prix de vente pour ma voiture directement chez moi, sans me déplacer. Obtenez le prix de vente pour votre voiture en ligne depuis chez vous. Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez rapidement le prix final. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas se passer de voiture. Mais pour 6 Français sur 10, ça coûte très cher d'en avoir une. Leclerc défend la mobilité pour tous. Louez une voiture dès 4 € par jour ou essayez l'électrique pour 5 € seulement. Leclerc. La French Bonne Copine, elle revient toujours de vacances les mains pleines de cadeaux. Parce qu'avec ma French Bank, il n'y a pas de frais bancaires sur les retraits et paiements en France et à l'étranger. Ma French Bank, j'irai mieux. Profitez plus. J'étais dans mon salon, tranquille, et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir.
Attention, je les aime bien, hein. Mais franchement, ils font des trucs chelous. Ils sont toujours dans mes pattes. Bon, c'est vrai que c'est au poil ici, mais ils sont chez moi comme... Eh, vas-y, lâche-moi la patte, toi. Eh, t'oublies pas mes croquettes, hein. Ikea. Lui, c'est papa. Il est ébéniste. Le bois qu'il préfère, c'est le chêne. Et il a fabriqué une super chaise pour moi. Elle a cartonné sur Internet. Du coup, il en a fabriqué plein. Il est même passé à la télé pour en parler. Un vrai succès. Nouveau Renault Kangoo Van, avec l'ouverture latérale la plus large de sa catégorie, à partir de 159 € par mois. Doritos, trop fort en goût, trop fort en croustillant. Doritos, for the bold. Le tout nouveau MGE-HS plug-in hybride est fait pour vous. Et pour vous deux. Et pour vous, les gars. La combinaison de l'essence et de l'électricité est faite pour vous. Et vous, et vous, et vous. Qui que vous soyez, où que vous alliez, le MGE-HS plug-in hybride est fait pour vous. MG, recharge yourself. Nouveau MGE-HS, le SUV hybride rechargeable à partir de 389 € par mois. Vous êtes en télétravail? Besoin de vie privée? Le VPN gratuit d'Avira rend votre navigation anonyme et la sécurise. Et c'est compris dans Avira Free Security. Avira, à télécharger gratuitement sur avira.fr. Femme, on vous aime. Blanche Porte, ma complice mode et maison. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Alors je vais vous dire, moi, Direct Assurance, il n'y a pas de tu-tu-tu-lu-lu. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Mesdames, Messieurs, nous allons parler maintenant du recul du Rassemblement national, des votes Rassemblement national ce week-end dimanche dans le premier tour des élections régionales. La totalité des votes RN est en dessous des 20%. C'est bas. C'est très bas, surtout au regard des sondages. On vient de parler des sondages. Pour ceux qui nous rejoignent, on vient de parler pendant une demi-heure du plantage historique des instituts de sondage. Mais vraiment, c'est 19%, c'est très faible pour le Rassemblement national, à tel point qu'il s'est passé quelque chose d'assez unique dans la vie politique française. Eh bien, un certain nombre de leaders du parti, du Rassemblement national, ont décidé tout simplement, mesdames, messieurs, d'engueuler leurs électeurs. Écoutez ces petits morceaux choisis. Prendre 5 minutes de votre temps, c'est un devoir pour tous les citoyens. Dimanche prochain, déplacez-vous et votez. Nous appelons les électeurs de Marine Le Pen à aller voter, à se déplacer massivement. Nous les appelons à la responsabilité. Votez, votez, votez. Où êtes-vous? Où êtes-vous ce soir? Où êtes-vous ce soir pour faire gagner nos idées? C'est à vous de vous mobiliser dimanche prochain. La victoire est possible si vous vous bougez. C'est assez étonnant, c'est un truc qu'on fait assez rarement. Je vais même isoler Sébastien Chenu. Regardez Sébastien Chenu, le leader du Rassemblement national, qui réalise un mauvais score dans les Hauts-de-France, score encore une fois qui avait été totalement surestimé par les instituts de sondage. Il est assez déçu au soir de l'élection, on le comprend. Alors lui, il est encore plus précis dans son adresse
aux électeurs du RN. Écoutez-le. Et demain, j'en appelle donc à une mobilisation qui soit exceptionnelle, une mobilisation de l'ensemble de nos électeurs pour combattre ce système qui est le système Bertrand-Macron. Vous êtes trop nombreux en France et dans les Hauts-de-France à subir le chômage, à subir la précarité, à subir l'insécurité, les difficultés créées par ceux qui nous gouvernent et nous ne pouvons plus les accepter. Je vous demande de vous mobiliser, je vous demande de vous bouger. J'en appelle au peuple des Hauts-de-France, aux ruraux, aux ouvriers, aux employés. Voilà. Mesdames, Messieurs, on sera dans un instant avec Thierry Mariani en PACA, hein, qui sera opposé dimanche à Renaud Muselier. Bon, voilà, rapidement, un mot tous les deux avant qu'on prenne Thierry Mariani en ligne sur cette contre-performance des listes RN. Je pense que c'est une énorme surprise pour tout le monde. Oui, c'est une énorme surprise et pour moi une énorme déception évidemment. Mais je pense qu'il y a évidemment du dépit chez les électeurs du Rassemblement national. Pourquoi du dépit? Parce qu'ils ont beau voter, à chaque élection on leur demande d'aller voter, ils vont voter et ils n'ont jamais de résultat parce que de toute façon il y a toujours un front républicain ou je ne sais quoi qui fait qu'ils ont l'impression qu'on leur vole leur vote, tout simplement, et qu'on leur vole leur victoire. Et au bout d'un moment, je comprends que sur des élections qui, pour certains, peuvent paraître secondaires, moi je ne pense pas que ce soit secondaire, les régionales ou les départementales, mais c'est vrai que ce n'est pas l'élection majeure, il y a toujours un taux d'abstention plus fort à ces élections-là, et bien ils se sont dit, après tout, à quoi bon? De toute façon, si c'est pour encore une fois se faire voler notre victoire, on n'y va pas et on verra bien. Malheureusement, on a vu et donc il faut se mobiliser. Je viens vers vous dans une petite seconde, Aymeric Caron, car on me dit, dans la petite oreillette que j'ai ici, que Thierry Mariani, qui est dans sa région, à Aix-en-Provence, me semble-t-il, est prêt et qu'il est en ligne avec nous. Merci d'être avec nous, Thierry Mariani. Je voudrais juste montrer quand même aux téléspectateurs qui nous regardent cette information majeure que nous avons apprise hier. Eh bien, Jean-Laurent Felizia, tête de liste Europe Écologie Les Verts et Parti Socialiste, qui avait été crédité de 16% lors du premier tour, qui souhaitait maintenir sa liste au second tour, a finalement, sous la pression, renoncé. On l'écoute. Au vu de cette situation, il n'y avait en vérité pas de bon choix. Mais c'était ma responsabilité d'en prendre un. La défaite de la haine et de l'intolérance n'est pas certaine dans notre région si nous nous maintenons. Je n'ai pas le droit de jouer avec le feu. Au régional, dimanche, je voterai pour Renaud Muselier pour battre Mariani et sa triste cohorte. Voilà, Mariani et sa triste cohorte. Finalement, Jean-Laurent Felizia a renoncé, Thierry Mariani. Écoutez, la dernière fois, M. Castaner s'était retiré dans la soirée. Cette fois, ils sont retirés une matinée après. Mais le scénario est le même, c'est-à-dire que socialistes, communistes viennent se ranger avec les écologistes derrière le candidat prétendument du droite. Mais en réalité, chacun a compris que c'était le candidat de M. Macron. 38 personnes qui soutiennent M. Macron sur sa liste et sa liste à lancer à l'Élysée. Donc en réalité, on a un peu la caste contre nous, tous ensemble, des communistes à l'appareil des républicains contre nous. Est-ce que ça vous donne, en tant que leader de la liste RN en PACA, est-ce que ça vous donne un coup au moral? Je dis cela car arithmétiquement, la donne n'est plus du tout la même pour vous en PACA. Vous savez, je regarde par exemple les résultats de Perpignan. On est à peu près dans le même scénario. C'est-à-dire, nous sommes en tête au premier tour, même si sur un certain nombre de chaînes, on a annoncé qu'on était au coude à coude ou même par moments qu'on était dominé. Je vous rappelle qu'on a 4,5 points de plus que la liste de M. Muselier. Et puis après, on verra si les électeurs de droite ont envie de mélanger leur voix au Parti communiste et au Parti socialiste. Quand j'entends M. Muselier dire qu'à la région, il donnera la possibilité à la gauche de présenter des motions, etc., si c'est ce qu'attendent les électeurs de droite, ils risquent une fois de plus d'être un peu sonnés par le résultat. Donc nous continuons avec la même liste, le même programme, et nous sommes finalement dans cette élection les seuls cohérents, puisque nous n'avons pas cherché d'alliance contre nature. Le Front républicain, cette chose ancienne
à propos de laquelle on disait depuis quelques années, les commentateurs, ou plutôt quelques mois, que c'était usé, ça fonctionnait un peu moins. Les instituts de sondage observaient que ce fameux front républicain, ce cordon sanitaire contre le Rassemblement national, était moins effectif, moins efficient désormais qu'il y a quelques années. Finalement, il a l'air de fonctionner. Enfin, en tout cas, les appareils politiques l'ont réactivé et il s'est mis en place chez vous, en PACA. Vous avez raison, les appareils politiques, le Front républicain, c'est leur dernière solution quand tout semble perdu. Vous savez, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Rassemblement national a des communes comme Le Pontet, Camaret, Morières, David Racheline, qui est sur ma liste, à Fréjus. Est-ce que la démocratie a été en danger? Est-ce que la République a été en danger? Bien sûr que non. D'ailleurs, tous nos maires sortants ont été réélus au premier tour. Le Front républicain, c'est cette sorte de, vous savez, de potion magique auquel le cartel des sortants se rattache quand il sent qu'il est débordé. Moi, j'appelle simplement les électeurs de cette région. Il y a des centaines de milliers d'électeurs qui n'ont pas voté. Et j'écoutais une intervenante avant qui disait « ils ont l'impression qu'aller voter, ça ne change rien ». Eh bien non, dans cette région, si vous allez voter dimanche, vous pouvez tout changer. Vous pouvez faire en sorte que, comme on a pu faire nos preuves dans certaines villes, on fera nos preuves au niveau d'une région et que dans cette région, si votre vote est bien présent dans l'urne dimanche, vous pouvez mettre en échec toute cette alliance qui en réalité ne s'entend sur rien, sauf sur une chose, sauver leur poste, sauver leur position. Est-ce que ce n'est pas désespérant quand on fait de la politique comme vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, et de se rendre compte que finalement, après des années, à évoquer la question de la dédiabolisation, on se retrouve seul, sans alliés? Non, absolument pas. Vous savez, après des années de vie politique et 42 ans, vous le savez, chez les Républicains, moi j'ai adhéré à un parti où à l'époque il y avait des convictions. On ne faisait pas des alliances contre nature. Les Pasqua et Seguin, c'était des gens qui se battaient pour des idées, des fois même en sachant que c'était difficile. On l'avait vu au référendum de Maastricht. Ce qui me désespère, c'est de voir cette famille de droite qui aujourd'hui s'allie avec M. Macron, qui est toute heureuse de recevoir les voix des communistes. Et ce qui me désespère, c'est de voir que certains n'ont plus aucune conviction. Et je suis heureux aujourd'hui, au contraire, d'être avec une équipe formidable, qui est traînée dans la boue par certains, et qui, au contraire, ne transige pas sur ses convictions. Voilà. Quand je vois, par exemple, M. Muselier, qui a voté au Parlement la répartition obligatoire des migrants sur l'ensemble de nos provinces, et qui aujourd'hui n'hésite pas à dire le contraire dans une campagne électorale, où sont les convictions? Où sont les idées? Je pense qu'au contraire, moi j'ai le sourire parce que j'ai envie de vous dire, je suis à l'aise dans mes baskets. Dernière question, Thierry Mariani. La question de la mobilisation a été posée par un certain nombre de commentateurs politiques et surtout d'instituts de sondage. Vous allez faire comment? Vous avez une formule magique pour remobiliser l'électorat du Rassemblement national qui s'est peu mobilisé dimanche dernier? On sait que notamment vos électeurs qui sont jeunes n'ont pas été votés. Comment on fait? Il n'y a pas de formule magique. Si vous les perdez, ceux-là, vous avez peu de chance dimanche prochain. Il y a trois choses à dire. La première, d'abord, c'est que cette région, si elle est gagnée par M. Muselier, c'est la seule région que M. Macron pourra amener comme un trophée dimanche soir à l'Élysée en disant « Regardez, les miens sont dans cette liste, c'est grâce à eux qu'on a gagné ». Deuxièmement, j'ai envie de dire à ces électeurs qui ne sont pas allés voter, vous pouvez prendre 10 minutes dimanche pour aller voter parce que c'est 7 ans de l'avenir de notre région qui vont être engagés par ce vote. Et puis enfin, j'ai envie surtout de leur dire, cette fois, on peut gagner. Cette fois, c'est pas un scrutin où vous allez vous déplacer en vous disant votre vote ne sert à rien. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut vraiment changer les choses et regardez-les, tellement en face ils sont en panique à tous s'allier ensemble pour essayer de faire barrage au lieu de défendre cette région. Franchement, allez voter. 10 minutes de votre temps dimanche, vous pouvez, je pense, après en être fier en disant pour une fois on a gagné et cette fois j'y en étais. Entendu, merci pour ces quelques minutes, Thierry Mariani. Merci. Belle journée à vous. Merci d'avoir répondu aux questions d'LCI. Je voudrais me tourner vers vous, Aymeric Caron, parce que je sais d'où vous êtes. Je sais que vous êtes un homme de gauche. On en parle
On en a parlé tout à l'heure de la gauche avec vous, mais il y a un petit argument qui a été évoqué hier par Jordan Bardella sur l'antenne d'LCI, qui va peut-être pas vous laisser insensible. Écoutez ce que dit Jordan Bardella sur ce front républicain, sur ce cordon sanitaire contre le Rassemblement national. Et c'est ça qui dégoûte les Français de la politique. Vous voyez, quand des gens votent pour le Rassemblement national, ils ont envie d'avoir des élus Rassemblement national. Ça vous semble pas, c'est pas un problème de démocratie pour vous qu'on empêche les électeurs, et notamment les électeurs du Rassemblement national, de pouvoir faire leurs preuves, de pouvoir accéder à un certain nombre de collectivités, et notamment des régions, comme nous l'avons fait dans les mairies. C'est ça qui dégoûte aussi la politique. Quand vous avez des ministres qui appellent à abattre l'ennemi de la République, ce sont les mots d'Olivia Grégoire, qui est ministre, abattre l'ennemi de la République, et Marine Le Pen. Ça vous pose pas un problème de démocratie? Donc les Français, ils sont dégoûtés, écœurés de ce climat. Aymeric Caron, philosophiquement. Je suis que partiellement d'accord avec ce qu'il dit. On en a parlé, je crois, la semaine dernière. Je suis un combattant des idées du Front National et du Rassemblement National. Je ne cesse de le répéter. Vous le savez bien, Éric. Néanmoins, je considère que toutes les formations politiques, quelles que soient leurs idées, qu'on y adhère ou pas, on n'a pas à être d'accord avec les idées, sinon c'est plus la démocratie, eh bien, doivent être représentées en proportion de ce qu'elles pèsent dans la population. Donc, dans des assemblées. C'est pour ça que je le dis la semaine dernière, l'Assemblée nationale, il y a une disproportion qui me paraît absolument pas normale entre le vote, effectivement, 20, 25, 30%, on ne sait pas, ça dépend des élections, et puis le nombre d'élus, qui est quasiment inexistant, et en plus, quand ils sont élus, ils ne portent pas l'étiquette Rassemblement national. Allons plus loin, vous faites partie de ceux qui disent qu'il faudrait que le Rassemblement national pilote une région? Non, parce que c'est là que je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie du raisonnement de M. Bardella, c'est que ce n'est pas du tout antidémocratique. La démocratie, c'est ensuite de constituer des majorités. Il faut réussir à convaincre la majorité. C'est ça la démocratie pour l'instant. On peut peut-être trouver, il y a d'autres modes de scrutin qui existent, de vote qui peuvent être expérimentés. Moi, je suis un partisan de ce qu'on appelle le jugement majoritaire, ce qui est autre chose. On n'a pas le temps d'en parler. Donc, moi, je considère d'ailleurs que le scrutin majoritaire à 2 tours n'est pas le plus démocratique. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est un autre débat. Mais il se trouve que dans le système qui est le nôtre aujourd'hui, il faut constituer des majorités avec les formations qui sont là. Et il se trouve que c'est le jeu de la démocratie. Il y a des endroits, et c'est encore aujourd'hui la majorité, où l'ensemble des formations qui ne sont pas FNRN considèrent que leurs idées politiques valent qu'elles s'unissent pour contrer cette formation qui est à 30%. À 30%, on n'est pas majoritaire. À 30%, on n'a pas une région. On n'a pas une assemblée législative. Ça n'est pas vrai. Donc, et pour répondre à ce que vous disiez, je ne suis pas sûr que les électeurs du RN-FN ne se soient pas déplacés parce qu'ils se disent on n'y arrive jamais. Non, je ne crois pas, parce qu'on était dans une configuration tout autre, justement, en raison des sondages qui promettaient peut-être jusqu'à 6 régions. Et là, le cas de M. Mariani est symptomatique. Il y a un sondage qu'il donnait encore quelques jours avant, pour la première fois, en tête, au deuxième tour. Donc là, au contraire, et on voit la dynamique sur la présidentielle, on explique que peut-être pour la première fois Marine Le Pen, et ainsi de suite. Donc je pense que non, la cause, je ne sais pas précisément ce qu'elle est, cette cause de la désaffection des électeurs du FN n'est pas due à un manque d'espoir. Et je termine là-dessus très, très simplement. Je pense que la stratégie de la part du FNRN qui consiste à dire à ses électeurs, à les engueuler, en fait, ils les engueulent. Mais pourquoi vous êtes restés sur votre canapé? Mais bougez-vous, bougez-vous. C'est quelque chose qui n'est pas forcément, à mon avis, très, très porteur. C'est pas très subtil. Justement, sur ce front républicain, écoutez ce que pense l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Moi, j'aime pas l'expression front républicain. Pourquoi? Parce que, d'abord, je pense que les électeurs n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Deuxièmement, on ne peut pas réduire toute la vie politique à ce refus. D'ailleurs, soit on décide que le Front National est dangereux pour la République et pour la démocratie, on l'interdit, seulement c'est un peu tard. Emmanuel Ménard. Je suis d'accord avec M. Guénaud. En fait, on ne cesse de faire au Rassemblement national un procès en incompétence. Ah, ils sont dangereux et ils sont en plus incompétents. Alors, dangereux, je ne sais pas d'où, parce que quand est-ce que le parti de Marine Le Pen a refusé les résultats d'une élection? Jamais. Est-ce que le parti de Marine Le Pen se soustrait au processus démocratique? Jamais. Donc, je ne vois pas pourquoi le Rassemblement national serait dangereux. Et le procès en incompétence. Et anti-républicain aussi. Ça veut dire quoi, anti-républicain, pour vous? Rien, ça ne veut absolument rien dire. Enfin, je pense, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, il me semble que la France insoumise, c'est un parti plus dangereux que le Rassemblement national aujourd'hui, bien plus dangereux. Et puis le procès en incompétence, enfin, c'est stupide. À chaque fois qu'il y a des mairies qui ont été gagnées par des maires du Rassemblement national, ou proches, pour faire plaisir à M. Caron, de ces idées-là, même si on n'est pas au Rassemblement national, puisqu'on n'adopte pas la totalité de leurs idées. Donc voilà. À chaque fois, tous les maires ont été réélus. Et
très bien réélu au second mandat, c'est-à-dire en 2020, l'année dernière, avec des scores qui feraient plaisir à beaucoup de nos amis socialistes, ou de droite d'ailleurs. Donc à chaque fois, ça prouve bien que le procès en incompétence qu'il aurait fait, il rime à rien. Si on était incompétent, si on ne savait pas gérer des mairies, si on ne savait pas gérer un exécutif, on aurait été dégagé rapidement et hop, dehors, on essaie quelqu'un d'autre. Or là, ce n'est pas le cas. Et partout, partout, même dans ceux qui étaient les plus décriés, tout le monde a été réélu avec brio. Donc, mais faisons le pari et essayons avec un département, essayons avec une région et laissons la démocratie justement se faire jouer. Arrêtons avec ce pseudo Front républicain qui est absolument ridicule, qui n'intéresse que les partis politiques, qui n'intéresse plus les électeurs. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des explications de l'abstention qui est énorme, c'est que les électeurs, il y a des sondages, on a décrié les sondages qui le disent, 16% des Français aujourd'hui font confiance aux partis politiques. Donc ça veut bien dire qu'il y a un désaveu terrible pour les partis politiques, les structures, parce que les Français, et souvent à juste titre, ils ont l'impression que ces partis politiques, ils défendent des intérêts de boutique, ils défendent des places, ils défendent des prés carrés, et ils ne les défendent pas eux, les électeurs, ils ne défendent pas les Français. J'entends ce que vous dites, Emmanuel Ménard, sauf que je pourrais objecter que vous jugez que ce Front républicain est inepte, inutile, soit n'empêche que ça marche. N'empêche que peut-être que, grâce au retrait de Jean-Laurent Felizia, peut-être que finalement Thierry Mariani va perdre, ne gagnera pas la région PACA, voilà, et qu'une nouvelle fois, lors d'une élection régionale, le Rassemblement national n'aura pas d'exécutif à sa main. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, j'observe qu'effectivement, le maintien du candidat écologiste, il aura duré 12 heures, exactement. Et j'aimerais bien savoir quelle pression, parce que quand je l'ai entendu sur des chaînes d'information lundi matin, il était très virulent, très véhément. Il disait que non, qu'il n'y avait pas de raison, qu'il allait se maintenir, parce que c'était une question de respect pour ses électeurs. 3 heures après, le respect des électeurs, il avait disparu. Et j'aimerais bien savoir quelles sont les pressions qu'il a reçues. Je crois qu'il faut être logique tout à l'heure pour expliquer, la nécessité qu'il y aurait aujourd'hui à faire un front républicain contre une alliance à gauche qui inclut la FI, les Verts, etc. L'un de vos invités parlait de liens pas clairs, pas nets avec des islamistes. Okay. Mais dans ce cas-là, regardons aussi les situations qui concernent l'extrême droite. En ce qui concerne M. Mariani, son directeur de campagne, c'est Philippe Vardon, un ancien néo-nazi. Ça vous gêne pas ? Mais non, mais c'est une question que je vous pose. Ça ne vous gêne pas ? Je vais vous poser la même question que celle que vous avez posée à M. Pupponi. Prouvez-le. Voilà. Là, on a les photos, on a les films, on a même les saluts nazis, les bras tendus dans des réunions lorsqu'il était jeune. Et M. Mariani, lorsqu'on lui en parle, il ne le nie pas. Vous ne connaissez pas, et c'est pas inquiétant que pour un candidat que vous soutenez, vous ne connaissiez pas son directeur de campagne et le passé plus que sulfureux de ceux qui dirigent sa campagne. Non, mais il faudrait que vous vous renseigniez. Là, c'est vraiment très très grave. Si vous ne savez pas qui est M. Vardon. Quand on dit de la gauche qu'elle est alliée aux islamistes, vous n'arrivez pas à le démontrer. Là, on a un directeur de campagne de quelqu'un qui est sur le point de prendre une région, madame. On sait que c'est un militant qui a été un militant néo-nazi. Et lorsqu'on en parle à M. Mariani, il dit c'est bien d'avoir des convictions dans sa jeunesse. Alors, pardon, excusez-moi, ça ne me semble pas incongru que des citoyens et des... Je vais terminer ma phrase si vous le permettez, madame. C'est pas, me paraît pas incongru qu'en face, il y ait des partis qui ne sont pas des partis amis initialement, mais qui décident de faire un front commun contre l'arrivée de cette pensée-là dans une instance régionale. Voilà. Alors, je vais vous répondre Mariani, là-dessus. c'est pas la pensée du Troisième Reich. Il était ministre de Sarkozy. Non, mais il faudrait savoir, Eric. Il faudrait savoir. Soit vous allez inspecter les amis des amis des amis. Je réponds à Eric. Eric me parlait. Soit vous allez inspecter les amis des amis de la France Insoumise, d'Europe Écologie. Très bien, faites-le, mais il faut le faire aussi pour l'extrême droite. D'accord. Alors, est-ce que je peux répondre ? Parce que M. Vardon, que je ne connais pas personnellement, peut-être qu'il a eu ses idées que je condamne quand il était jeune. Le problème, c'est que la France Insoumise, ils sont alliés avec des islamistes, pas dans leur jeunesse d'aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à le démontrer, c'est de la diffamation. Vous n'arrivez pas à le démontrer. Non, vas-y, donnez-moi un exemple. Vous voulez que je reprenne tous les exemples ? Non, je ne vous demande pas d'aller piquer sur la copie de votre voisin. Je vous demande, vous, de donner des exemples que vous pourriez me citer aujourd'hui, Madame Ménard, de cas très problématiques d'alliance entre des islamistes, des islamistes insoumis et la France insoumise. Est-ce que je peux vous répondre ? Quand on a Jean-Luc Mélenchon qui défile à côté justement d'islamistes qui crient Allah Akbar dans la rue, pardonnez-moi, mais je pense que c'est un signe d'alliance. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi vous parlez, Madame ? De la manifestation
qui a eu lieu l'année dernière, où il y a un peu plus d'un an, Ouais. où M. Mélenchon De quelle manifestation parlez-vous? Les spectateurs ne le savent peut-être pas. Mais vous le savez très bien. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les spectateurs qui comprennent. Non, mais attendez, Non, mais elle n'est pas venue avec la date. Non, mais attendez, il faut être sérieux, Eric. Là, elle est en train de dire que Vous M. voulez Mélenchon défie avec des islamistes. Je pense. Qui criait Allah Akbar. Je pense que oui, Allah Akbar qui n'est pas initialement, vous le savez, je ne défends pas. Non, ça n'est pas initialement. Tous les islamistes et tous les terroristes quand ils procèdent à non, il ne sait pas parce que des terroristes utilisent cette forme. Mais non, Madame Ménard ne me laisse pas parler. Si vous voulez me laisser parler, Madame Ménard, et vous répondre, ce n'est pas parce que ce cri est prononcé par des terroristes que c'est un cri terroriste en lui-même. Il faut vous renseigner un petit peu sur l'islam. Premier point. Deuxième point. Non, vous n'y connaissez pas grand-chose à mon avis. Deuxième point, la manifestation à laquelle vous faites référence est une manifestation, je crois que c'est celle-là, qui avait été organisée pour protester, pour alerter contre une islamophobie en train de grandir dans ce pays, suite à un attentat contre une mosquée qui devait être celle de Bayonne, si je me souviens bien, qui avait été attaqué par un ancien candidat du FN. Voilà, c'était ça. Et il y avait dans cette manifestation des candidats issus de nombreux partis politiques dont le seul point de ralliement était d'alerter contre les violences que vous pouvez subir aujourd'hui. Donc il n'y a jamais eu de connivence entre la France insoumise et les islamistes. Et il n'y a jamais eu de manifestation. Non, laissez-moi, je peux finir ma phrase. Et il n'y a jamais eu de manifestation au cours de laquelle se trouvaient des islamistes qui criaient, par exemple, je ne sais pas, Allah Akbar, voire même mort aux Juifs, et dans la même manifestation, des gens de la France insoumise qui sont restés jusqu'à la fin. Vous savez. Oui, non, mais je vous pose la question. Parce que vous semblez dire que non, il y a vraiment une imperméabilité totale. Est-ce que vous avez lu Avocat de la France Insoumise sur mon front? Non. Je suis étonnant. Je dis simplement que dans les exemples. Non, c'est que dans les exemples que vous me donnez, ils ne sont pas convaincants pour moi. Donnez-moi des vrais cas convaincants. Non, mais c'est l'actualité depuis 5 ans, les vrais cas. C'est beaucoup de manifestations au cours desquelles il y a eu des dérapages. Vous parlez toujours de la même manif, celle qui a été organisée il y a 2 ans par un certain nombre d'acteurs, très différents d'ailleurs. Il y avait l'UNEF qui organisait aussi. Il y avait, je pense, le NPA. Il y avait, enfin bref, il y avait plein de gens. Il y avait Europe Écologie. Dans ce cas, vous pourriez dire aussi, c'est Europe Écologie. Ils étaient à cette manifestation. Pourquoi vous les prenez pas pour cible? Certains candidats d'Europe Écologie n'ont pas des positions. Yannick Jadot, vous dites que c'est un allié des islamistes. Je dis que certains candidats écologistes n'ont pas toujours des positions très claires. Oui, je sais que vous le dites, mais parce que vous le dites que c'est vrai. Ah oui. Bien. Ça marche que pour vous, ça. Bien. Mes amis, je vous remercie beaucoup d'être venus nous voir. Dans un instant, nous allons parler d'une histoire terrible, cette histoire de Hubert Kawissin, obsédé par un trésor familial de pièces et de lingots d'or. Cet homme, en 2017, a reconnu avoir tué 4 membres de sa famille, de sa belle famille. Hubert Kawissin, c'est l'affaire Troadec dont le jugement va commencer aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous allons en parler, vous rafraîchir la mémoire, car c'est un des faits divers les plus terribles, les plus sinistres, qui a conduit d'ailleurs un certain nombre de magistrats à l'époque, il y a 3 ans, à faire un parallèle avec l'affaire Dupont de Ligonnès. Jugement donc à partir d'aujourd'hui. Nous revenons sur cette affaire avec ceux qui l'ont suivi de très près. À tout de suite. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. J'étais dans mon salon, tranquille, et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir. Ils sont toujours dans mes pattes. Mais c'est quoi cette blague? Il y a un bureau dans le salon maintenant? Bon, c'est vrai que c'est au poil ici, mais ils sont chez moi comme... Eh, vas-y, lâche-moi la patte, toi. Eh, t'oublies pas mes croquettes, hein? Ikea. 20%. C'est le nombre de jeunes victimes de cyberharcèlement. 20% qui le vivent souvent comme un traumatisme. 20% pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile, en intégrant une assistance psychologique dans ses assurances scolaires et santé. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Candice a enfin trouvé la bonne lampe pour son intérieur. Mais voilà, elle se trouve à un bon 2 jours de marche de chez elle. Heureusement, elle sait qu'elle peut se faire livrer et remplacer ce long voyage par 2 clics. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Ça, c'est sûr. Être à son compte n'est pas de tout repos.
Faire des pauses, ça arrive. Stress, pépin, paperasse. Et pourtant, la solution est là. SumUp, le lecteur de carte bancaire qui va vous simplifier la vie. Rendez-vous sur sumup.fr. Lorsque vous souffrez d'eczéma, cela vous pèse. Sans cortisone, Bepanthen Sensicalm soulage rapidement les démangeaisons pour que vous gardiez le contrôle. Bepanthen Sensicalm, dispositif médical. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Venez découvrir nouveau Citroën C3 Aircross. Sur Kayak, comparez les prix des billets d'avion flexibles, des hôtels et des locations de voitures avec annulation gratuite dans le monde entier. Kayak, le raccourci vers les meilleures offres de voyage flexibles. Comme le castor, changez et créez vos propres couleurs avec la machine à teinter. Venez avec un coussin ou même un doudou et repartez avec votre peinture sur mesure. Réveillez le castor qui est en vous. La French Fashion, elle adore profiter des soldes. Mais ce qu'elle préfère, c'est le solde en temps réel. Avec ma French Bank, son compte s'actualise après chaque achat. Du coup, elle gère mieux, elle profite plus et ça lui va trop bien. Ma French Bank, gérez mieux, profitez plus. Sur Kayak, comparez les prix des billets d'avion flexibles, des hôtels et des locations de voitures avec annulation gratuite dans le monde entier. Kayak, le raccourci vers les meilleures offres de voyage flexibles. Vendezvotrevoiture.fr. J'ai reçu le prix de vente pour ma voiture directement chez moi, sans me déplacer. Obtenez le prix de vente pour votre voiture en ligne depuis chez vous. Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez rapidement le prix final. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Connexion Livebox, établie. Répéteur Wi-Fi, connecté. Pressurisation capsule. Paramétré. Paré au décollage. Avec la fibre Orange, profitez d'une installation avec un expert. Orange. J'étais dans mon salon, tranquille, et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir. Attention, je les aime bien, hein. Mais franchement, ils font des trucs chelous. Ils sont toujours dans mes pattes. Bon, c'est vrai que c'est au poil ici, mais ils sont chez moi comme... Eh, vas-y, lâche-moi la patte, toi. Eh, t'oublies pas mes croquettes, hein. Ikea. C'est la Smart Good Life pour nous. Toc toc et ça c'est clair pour vous. Ouah, brillante cette télé. Ouais, c'est la dernière OLED Ivo. Pixel auto-émissif, image ultra immersive. C'est la Smart Good Life pour nous. Le progrès vous donne rendez-vous. Ultra léger mon ordi, moi ça me simplifie la vie. C'est la Smart Good Life. LG, life's good. Depuis toujours, les vraies innovations sont celles qui sont utiles. C'est pourquoi aujourd'hui, votre agent Telem Assurance vous propose de gagner du temps en échangeant directement en visio avec un expert. Et ça vous facilite vraiment la vie. Habitation, auto, santé, prévoyance, Telem Assurance innove pour vous. Le tout nouveau MG-EHS plug-in hybride est fait pour vous. Et pour vous deux. Et pour vous les gars. La combinaison de l'essence et de l'électricité est faite pour vous. Et vous, et vous, et vous. Qui que vous soyez, où que vous alliez, le MG-EHS plug-in hybride est fait pour vous. MG, recharge yourself. Nouveau MG-EHS, le SUV hybride rechargeable à partir de 389 € par mois. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 11h31, merci d'être avec nous. Nous allons parler de cette incroyable affaire Troadec. Et pour cela, nous avons sorti l'artillerie lourde. Jacques Pradel, journaliste spécialiste des affaires criminelles, est avec nous. Je lui passerai le micro dans un instant. Bonjour Jacques, c'est un fan qui vous parle. Merci d'être avec nous. David Arrojo est avec nous, les journalistes au service police-justice d'LCI et TF1. Merci d'être avec nous. Vous connaissez cette histoire incroyable, obsédée par un trésor familial de pièces et de lingots d'or. Toujours la jalousie, mesdames, messieurs. L'argent et la jalousie au cœur de bien des affaires criminelles. Eh bien, un homme qui s'appelle Hubert Kawissin, un breton, un finistérien, a reconnu avoir tué 4 membres de sa belle famille, un couple, Pascal et Brigitte Troadec, et leurs 2 enfants, Sébastien, 20 ans, et Charlotte, 18 ans. C'était une nuit de février 2017 à Orvaux, près de Nantes, en Loire-Atlantique. S'agit-il d'un meurtre de sang-froid? S'agit-il d'un délire paranoïaque autour d'une jalousie, d'un trésor caché qui aurait été subtilisé par son beau-frère? L'accusé comparaît à partir de ce matin à Nantes et avec sa compagne Lydie, qui est elle-même la sœur du chef de famille assassiné. Mesdames, messieurs, je vous propose de regarder rapidement un résumé de l'affaire, reportage de Xavier de Giacomoni. Ensuite, nous irons à Nantes. Meurtre de sang-froid ou délire paranoïaque, c'est ce que devra déterminer la cour d'assises de Loire-Atlantique. Hubert Kawissin y est jugé à partir d'aujourd'hui pour le quadruple homicide de sa belle famille qu'il soupçonnait d'avoir volé un trésor. Son avocat s'est fait une conviction qu'il compte bien défendre. Puisqu'on nous décrit une paranoïa délirante, donc il n'est plus dans la réalité. Il est dans cette obsession et il faut en sortir. Et pour en sortir, il imagine, c'est peut-être pas la bonne solution, qu'il faut espionner, il faut tenter de rentrer dans cette maison. L'affaire Troadec, c'est une décennie de soupçons, de détérioration des rapports familiaux, où une mécanique destructrice se met en place. Hubert Kawissin est persuadé que Pascal Troadec avait volé un trésor et l'avait spolié. Hubert Kawissin est un homme qui à la fois contrôle son discours, livre des versions relativement différentes et qu'il fait avec une forme probablement de bonhomie qui laisse à penser qu'il est en train de livrer une vérité. Hubert Kawissin expliquait en garde à vue avoir tué ses victimes à coups de pied de biche, puis avoir transporté les corps dans sa ferme dans le Finistère où il les a éviscérés et brûlés. Voilà, notre journaliste Nicolas S. est donc à proximité du palais de justice de Nantes. Nicolas, bonjour. Donc le procès d'Hubert Kawissin, enfin le procès de l'affaire Troadec, a déjà débuté ce matin à Nantes ou il va débuter dans la journée un peu plus tard? Non, je suis dans le palais de justice. Le procès a débuté depuis ce matin à 9h. La Cour a procédé au tirage au sort des jurés et puis elle a rappelé les faits de cette terrible histoire. C'est vrai, vous le rappeliez il y a quelques instants. Et dans le box des accusés, Hubert Kawissin et sa compagne Lydie Troadec, visage tendu, très concentré sur les mots de la cour qui a rappelé ces faits. De son côté, Hubert Kawissin ne reconnaît pas juridiquement le meurtre. En revanche, il reconnaît le délit d'atteinte à l'intégrité physique des corps. Et ici à Nantes, ce procès va durer 3 semaines. Merci donc Nicolas S. On va suivre bien évidemment ce procès qui est fascinant. Certains ont comparé cette affaire, certains magistrats, au moment où les faits ont été commis en 2017, à une affaire Dupont de Ligonnès. D'abord déjà pour des raisons géographiques, puisqu'on est à Nantes dans les 2 cas. Ce qui est absolument incroyable, je vais aller voir Jacques Pradel dans un instant, mais David de Arrojo, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on a autour du 17 février ce beau-frère jaloux qui quitte, qui veut savoir, en tout cas, qui est obsessionnel, qui veut savoir où est passé ce trésor, qui quitte le Finistère où il réside et qui va voir son beau-frère, le frère de sa compagne, à Orvaux. Il va inspecter la maison avec un stéthoscope. Alors ça, c'est sa version des faits à lui, parce que tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on croit savoir
de cette affaire s'est basée sur la version que Hubert Kawissin lui-même a livrée aux enquêteurs. Puisque voilà, c'est donc tout ce que vous dites là, tout ce qu'on se dit là, ce ne sont que les faits expliqués par Hubert Kawissin lui-même. Vous parliez de la date du 16 au 17 février, qui est la date effectivement où les faits ont été commis. Ce dont il faut se rappeler, c'est que cette affaire, finalement, elle ne débute pas le soir du 16 au 17 février. C'est un conflit larvé, une histoire de jalousie familiale. On essaye de remettre la main sur un trésor qui peut-être existe, peut-être n'existe pas. Les enquêteurs, après 4 ans d'enquête, n'ont jamais réussi à mettre la main dessus. Et c'est une histoire de conflit familial qui dure depuis déjà 4 ans. C'est des repas de famille où on s'enregistre sous la table, où on prend des notes en rentrant d'un dîner de Noël ou d'un dîner de jour de l'an pour essayer de prouver que la famille Troadec, que Brigitte et Pascal Troadec ont mis la main sur ce trésor. Hubert Kawissin et sa compagne ont pris des fichiers, ont créé des dossiers sur leur ordinateur avec des photos en réunissant ce qui semblait être des preuves de leur enrichissement, des vêtements qui soi-disant étaient flambant neufs, même si ce n'était pas forcément le cas, des voitures luxueuses qui en fait se sont avérées être des voitures achetées d'occasion, des voyages qui finalement étaient payés avec des compagnies low cost. Bon, donc finalement, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas une histoire du 16 février 2017, ça démarre des années avant. Une terrible et longue obsession basée sur une jalousie familiale, d'un trésor qui viendrait d'où d'ailleurs, que le père, enfin que le grand-père des jeunes gens de 20 ans, ou que le père de personnes assassinées, Pascal Troadec, aurait trouvé où? Et alors exactement, ce serait le trésor, selon la version d'Hubert Kawissin et de sa compagne, ce serait un trésor trouvé par Pierre Troadec, le grand-père, si on peut dire, pendant qu'il réalisait des travaux chez lui, dans son appartement de Brest, tout près du port de Brest. Et ces lingots d'or ou ces pièces d'or, personne n'a jamais vraiment réussi à savoir de quoi il s'agissait, ils ne sont pas là par hasard, ils viennent d'une histoire qui est assez peu connue en France finalement, qui serait les lingots d'or évacués par la Banque de France en 1940 pour échapper aux mains des Allemands. Cet or-là, il y avait 350 tonnes d'or de mémoire qui ont été envoyés vers les ports français, que ce soit Brest, Toulon, etc. Et la légende veut, mais il y a beaucoup de familles brestoises qui, par ailleurs, revendiquent le fait d'avoir un petit bout de ce trésor-là. Et bien, ce trésor-là aurait été réparti dans plusieurs familles brestoises, dont chez Pierre Troadec. D'accord. Bon, quelle histoire. Jacques Pradel, merci d'être avec nous, avec encore une fois... pour quelqu'un qui est passionné d'affaires criminelles comme vous et comme moi, qui vous ai toujours suivi, tous les ingrédients d'une affaire criminelle classique, la jalousie, l'obsession intrafamiliale. Oui, les fausses pistes aussi, parce que, enfin, moi, ce que je retiens de l'affaire, quand même, il faut le rappeler, c'est que cette famille, David le disait, n'a plus donné de ses nouvelles depuis la fameuse nuit du 16 au 17 février, mais l'enquête a été très rapide, c'est-à-dire que début mars, on arrive aux aveux d'Hubert Kawissin. Donc c'est un succès pour les enquêteurs de la PJ de Nantes et pour tous les spécialistes de la police scientifique qui ont réussi finalement à démêler les fils de cette histoire qui paraissait effectivement totalement mystérieuse et invraisemblable. Vous l'avez rappelé, on a parlé de l'affaire du pont de Ligonnès. Vous savez pourquoi ? Parce que Arthur, l'un des enfants de Dupont de Ligonnès, suivait le même BTS informatique ou avait suivi le même BTS informatique que Sébastien, donc le fils Troadec, dont on a pu soupçonner un instant qu'il pouvait être le responsable de cette tuerie, mais la piste a été très vite abandonnée et une fois de plus, l'enquête et la police scientifique ont réussi à démêler le mystère. Donc voilà, l'histoire, elle était énorme par la violence des faits.
peut-être que je m'avance un peu là sur le procès, mais je pense qu'au centre du procès, il va y avoir la question de la responsabilité pénale d'Hubert Cahuissin, parce que 2 des psychiatres qui l'ont expertisé pendant l'instruction ont pas laissé entendre, ils ont dit dans leur rapport qu'il y avait une atténuation peut-être de sa responsabilité, parce qu'il a toujours parlé de pulsion. Mais il est très difficile d'accepter l'idée de la pulsion quand on voit la méticulosité avec laquelle il s'est débarrassé des corps ensuite. Vous voyez, donc c'est une histoire effectivement passionnante. Le mot est difficile dans une affaire aussi terrible et sanglante, mais elle est passionnante parce qu'elle est hors norme en fait. Dans les faits, ce que nous savons déjà, et vous avez bien fait de le rappeler à l'instant, David, ce que l'on sait, c'est ce qui est dit par Hubert Cahuissin aux policiers. Jacques Pradel l'a rappelé, qui ont procédé à l'arrestation du présumé coupable de cet assassinat assez rapidement. Dans les faits, il dit qu'il se rend dans cette nuit du 16 au 17 février dans la maison. C'est loin, hein, Finistère, Orvaux. Elle en a pour 300 km. 300 km à côté de Nantes. Mais voilà, il a son stéthoscope, dit-il, pour écouter les murs. Il y a toute cette famille, 4 personnes qui sont des très proches, bien évidemment. C'est sa famille. Et là, on laisse une porte ouverte pour laisser passer le chat. Il en profite pour rentrer dans la maison. Et c'est là qu'une bagarre a lieu. C'est toute la défense d'Hubert Cahuissin, en réalité. C'est de dire, je n'étais pas venu à Orvaux pour tuer. C'était pas ça le but à la base. Le but, c'était d'espionner, de trouver des preuves, d'accumuler des preuves pour prouver que, justement, la famille Troadec s'était enrichie sur ce trésor. Lorsqu'il vient, effectivement, selon son récit à lui, il vient donc pour les espionner avec ce stéthoscope. Il passe par la petite porte, vous l'aviez dit, qui était ouverte pour laisser rentrer le chat. Et selon son récit à lui, Pascal Troadec descend parce qu'il entend du bruit avec un pied de biche. Et c'est là que tout dégénère. C'est là qu'il raconte les avoir tués un à un. Avoir sombré dans une forme de délire. Mais rien n'était prévu à la base, selon lui. Et c'est d'ailleurs donc la jeune fille de 18 ans, le jeune homme de 20 ans et les parents. Exactement. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, lui vit à 300 km de là. Il repartira au petit matin, selon son récit toujours. Il repartira au petit matin en laissant les corps dans la maison d'Orvaux pour aller prévenir sa compagne, Lydie Troadec, en lui disant voilà. La sœur de la personne assassinée, de Pascal Troadec, en lui disant j'ai fait une connerie. Ce seraient ces mots à lui, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là vont suivre plusieurs allers-retours, donc 600 km aller-retour à plusieurs reprises pour nettoyer les corps, faire place nette dans la maison d'Orvaux et finalement faire disparaître le méfait. Je me souviens qu'au moment des faits, c'est terrible, mais on n'a pas retrouvé, me semble-t-il, tout de suite le corps du fils, Troadec, Sébastien, 20 ans. Et je me souviens que les journalistes, Jacques Pradel, ont fait peser une certaine suspicion sur ce jeune homme. Moi, je me souviens d'ailleurs d'avoir dit à l'antenne à l'époque sur une radio, d'avoir dit, écoutez, pardon aux proches de ce jeune homme. On a découvert des jours après qu'il n'avait rien à voir avec tout cela et qu'il avait été assassiné comme les autres membres de sa famille. Mais pendant quelques jours, tout le monde était convaincu qu'il avait assassiné sa propre famille. Voilà. Ben oui, parce que comme dans toute enquête criminelle, évidemment, vous savez, les enquêteurs commencent par analyser le contexte familial. Et c'est vrai que dans le contexte familial, autant Charlotte était quelqu'un, apparemment, la cadette, donc de très réservé. La famille, d'ailleurs, en elle-même, n'avait pas trop de relations, alors qu'ils habitaient depuis 10 ans dans cette villa avec les voisins. Et lui, Sébastien, il intervenait beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens, dans les émissions sur RTL, on a évidemment, avec les journalistes de la rédaction d'RTL, interrogé des proches, des amis de ce garçon qui disaient, mais attendez, je reprends leurs mots, sur les réseaux sociaux, il arrive qu'on délire, tout ça c'est des conneries, et on a monté tout ça en épingle. Et effectivement, il y avait des déclarations écrites de Sébastien
Sébastien qui pouvait laisser entendre que voilà, il aurait pu être le responsable de ce massacre. En fait, c'est quand même dans sa voiture que les corps ont été entreposés, enfin, ont voyagé, hein, avec donc Hubert Kawissin et sa compagne. Et ensuite, encore une fois, vous direz que j'ai des idées fixes, c'est que grâce à l'enquête, on a su dès le 6 mars que c'était une terrible histoire de famille, que les enfants étaient parfaitement innocents, que ce crime qui ressemblait, c'est vrai, beaucoup à ce qui s'était passé à moins de 2 kilomètres de là, dans la même ville, avec la famille Dupont de Ligonnès, que tout cela avait une explication et que c'était une histoire de jalousie familiale. Donc c'est d'une tristesse terrible en regard de la violence des faits. Parce que, David le rappelait, on ne peut savoir de ce qui s'est vraiment passé que par les déclarations d'Hubert Kawissin. Maintenant, je pense que les parties civiles vont émettre beaucoup de doutes sur le fait que quelqu'un ait pu, avec un simple pied de biche, maîtriser 4 personnes, donc quand même des adolescents et des gens qui étaient physiquement en forme. Donc ça pose une vraie question. En plus, on n'a pas retrouvé l'arme du crime. Jamais on n'a retrouvé donc ce pied de biche. Et puis ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est cette organisation froide et vraiment méticuleuse avec laquelle Hubert Kawissin, sa compagne, transporte les corps et aussi vont abandonner la voiture de Sébastien à Saint-Nazaire pour égarer les enquêteurs. Et puis il y a cette espèce de jeu de pistes macabres avec des éléments, avec un cahier, avec je crois un vêtement de Charlotte, un pantalon qui va être... Oui, voilà. Cartes vitales qui vont être abandonnées, semées comme ça sur des routes du Finistère à 300 km, effectivement, Jacques, du lieu de la commission de l'assassinat. Exactement. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait la pulsion qui détermine le crime, mais ensuite, c'est pas de la pulsion, c'est de l'organisation, ce qui se passe après. Oui, c'est parce qu'ils reviennent. Ils reviennent. Alors, j'ai fait une connerie, dit-il, le soir ou le lendemain de cet assassinat, le présumé coupable, et il revient avec la sœur, sa compagne, la sœur de Pascal Troadec. Ils reviennent sur place procéder, ça a été dit par Jacques, à un nettoyage scrupuleux, là, d'ailleurs. C'est ça. Alors, scrupuleux, oui et non, puisqu'on va retrouver quand même des traces de sang. C'est ça qui va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Mais effectivement, une fois que Lydie Troadec et Hubert Kawissin reviennent sur place pour faire le tri, pour tout nettoyer, pour faire place nette, ils vont repartir dans l'autre sens, encore à 300 km de là, dans une ferme achetée par Hubert Kawissin, mais qu'il avait tenue secrète à toute sa famille. Personne dans la famille Troadec ne savait qu'Hubert Kawissin était le propriétaire de cette ferme, donc à Pont-de-Buis, à 300 km de là. Et c'est là, dans cette ferme, qu'on a surnommée plus tard la ferme de l'horreur, qu'il va dépecer, qu'il va brûler, selon ses propres aveux. Démembrer, brûler et disséminer les corps pour essayer de tout faire disparaître. Le plus fou dans cette affaire familiale, c'est que la grand-mère, le grand-père qui aurait trouvé ce trésor que la police n'a jamais retrouvé d'ailleurs, est décédé. Mais la grand-mère, en revanche, et c'est toujours un acteur de cette affaire, et si j'ai bien compris, Jacques Pradel, elle a un peu pris fait et cause, non pas pour son fils, assassiné, sa belle-fille et les enfants assassinés, mais plutôt pour sa fille qui était la compagne de l'assassin présumé. D'ailleurs, il semblerait que Lydie soit toujours, vive en ce moment même chez sa mère. C'est quand même assez étrange comme situation. Oui, mais on revient là au conflit familial et au fait que cette femme n'accepte pas l'idée que Hubert ait pu déraper à ce point. Elle pense que oui, c'est passé quelque chose de terrible, mais d'inexplicable, et elle défend bec et ongle, en tout cas, le couple Kawissin. Ça, c'est indéniable. Or, pourtant, il y a quand même des preuves
objective. Je parlais de la police scientifique dans cette enquête. Comme dans toutes les bonnes fictions, il y a le grain de sable qu'on trouve dans tous les romans policiers. On a trouvé l'ADN d'Hubert Cahuissin dans la maison du meurtre, dans la cuisine, sur un verre, parce qu'il avait bu un verre d'eau et qu'il avait, on va dire, oublié de le nettoyer, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que en même temps, cette femme défend bec et ongles c'est très proche, avec très peu d'égard pour les autres victimes, et en même temps, elle confirme l'existence du trésor. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais retrouvé trace de ce trésor, mais elle dit, il a existé, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, quoi. Alors, maintenant, je pense, et c'est le rôle de tous les procès, que le procès va nous permettre de, élément par élément, d'essayer de faire la lumière sur toutes ces zones d'ombre. Enfin, il y a une zone d'ombre qui n'existe pas, c'est qu'il y a personnes qui sont mortes, voilà, et qu'il y a quelqu'un qui a avoué et dont on a trouvé la preuve ADN qu'il était bien sur place, quoi. Merci. Voilà. Merci beaucoup Jacques Pradel pour cet éclairage. Merci beaucoup David Desarrojo d'être venu avec nous. Vous êtes resté bien sagement. Les faits divers et les affaires criminelles fascinent beaucoup. Merci Émeric Caron. Merci à vous. Mesdames, messieurs, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Adrien Borne. L'info continue sur LCI. À demain, 10h. Au revoir.